Bienvenue dans le Télescope, le podcast qui zoome sur l'univers WordPress et toutes les étoiles qui gravitent autour. Je suis Naïs, développeuse WordPress. Et je suis Quentin, expert SEO. Ensemble, on part à la rencontre de celles et ceux qui font briller l'écosystème WordPress. Notre objectif ? Vous faire découvrir l'histoire, le parcours d'hommes et de femmes qui façonnent et participent à l'évolution de ce CMS. Installez-vous, on vous présente tout de suite notre invité pour cet épisode. Aujourd'hui, on braque le télescope sur Émilie Lebrun, cofondatrice de l'agence WordPress Whodunit. De ses débuts dans le web à la direction d'une agence reconnue de la communauté WordPress, son parcours est marqué par des choix forts et des étapes décisives. Émilie, c'est aussi une entrepreneuse engagée, qui a toujours une anecdote ou une expérience marquante à partager. Dans cet épisode, on explore les coulisses de son parcours et ce qui l'a mené à faire de Whodunit une référence incontournable. Bon épisode! Bonjour Émilie. Bonjour Naïs. Merci de nous rejoindre dans ce deuxième épisode du Télescope. On est très honorés de te recevoir aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui ne sont pas sortis de leur grotte, comment est-ce que tu te présenterais aujourd'hui en 1 minute chrono ? 1 minute chrono, waouh. Donc Émilie Lebrun, je suis la cofondatrice dirigeante de l'agence WordPress Whodunit, qui est une agence spécialisée en WordPress, du coup, depuis 16 ans maintenant. Et on s'occupe de la partie création de site, mais aussi de la partie maintenance. En parallèle de ça, on a une autre spécialité, on est en 100% télétravail depuis très longtemps également. On est aujourd'hui 27, ça fait beaucoup de personnes. Oui. Waouh. Et en parallèle de l'activité de l'agence, on a lancé l'année dernière la Whodunit Academy qui permet de former agences et freelance sur les métiers autour de WordPress et du business. Et là, petit scoop, on est en train de lancer la Whodunit Consulting, qui est sur la partie audit RG2A, RGESN, audit accessibilité, technique. Exactement. Voilà. Et donc ça arrive, hop, scoop. Toujours exclu. Voilà, et top chrono, 1 minute, c'est bon. Très bien. Et en plus, tu as un petit peu, posé les grands axes qu'on verra pendant tout ce temps ensemble. Donc c'est parfait. Avant, pour se mettre un petit peu dans le mood, la petite Émilie enfant, elle rêvait de faire quoi quand elle était petite comme métier ? Ah là, ça va vous faire tout bizarre. Émilie, quand elle était petite, elle voulait faire policier. Ok. Voilà, et donc j'étais obsédée par la police nationale. J'étais extrêmement fan de Starsky Hutch et de Rick Hunter, des super références des années 80. Franchement, ne regardez pas parce que ça a très très mal vieilli. Et donc j'étais obsédée par la police et donc j'ai passé le concours de la police nationale. Ah oui, donc ça a duré longtemps. Okay. C'était pas que toi toute petite, c'était vraiment un vrai projet. Ça a duré jusqu'à mes études de droit et jusqu'au concours de la police nationale, jusque là. Ok. Voilà. Donc oui, vrai projet. Vrai projet. Ok. Et alors, pourquoi aujourd'hui tu n'es pas policière ? Parce qu'en fait, il y a une dernière étape quand on passe le concours de police. Ils font un entretien en fait avec 2 psychologues et 2 personnes. Et en fait, ils m'ont considéré comme, comment on pourrait dire ça gentiment, j'ai une incapacité à écouter les ordres. Et du coup, c'était un peu incompatible avec le métier de la police. Ouais, qui est très structurel et avec une vraie hiérarchie. Voilà, et donc je me suis retrouvée sans mission, et c'était le début de la bulle Internet. D'accord. Et je sais trop bien, je vais pouvoir trouver un CDI, parce que personne ne sait de quoi il parle. Moi, j'aimais bien l'ordinateur et tout, je on va trouver un truc, quoi. Donc, oui, je sais utiliser votre truc, Internet, HTTP, tout ça. Oui, je sais ce que c'est, et hop, c'est parti. Voilà. Et du coup, même avant toute cette bulle-là, t'étais déjà quand même un peu dans la tech, dans les ordis, c'était un truc que tu faisais. Ouais, j'ai vraiment la grande chance que mon père croyait énormément à l'arrivée de l'informatique. Et donc, dès qu'il y a eu les premiers ordinateurs, les Amstrad, etc., il m'en a offert un assez jeune. Et c'est vrai que moi, j'aimais déjà les consoles, etc. Donc, j'étais assez facilement attirée par l'objet aussi. Et c'est un peu là, j'ai déjà commencé, je codais à l'époque. Enfin, je faisais des cercles en couleur. Enfin, je veux dire sur l'Amstrad, on voit pas des trucs de fou. Mais déjà, ça m'amusait. Il y avait quand même ce côté-là. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir des parents qui m'ont encouragée à aller dans cette voie-là, de pouvoir prendre des cours d'informatique à l'école déjà à l'époque. Donc j'avais vraiment ce côté, j'aimais l'ordinateur et j'aimais le fait qu'avec l'ordinateur, on pouvait créer quelque chose. C'est ça un peu l'idée de départ. Ce côté créatif. Et par rapport à justement cette volonté d'être policière en étant petite, est-ce que tu en as gardé quelque chose dans la façon dont tu fais ton métier aujourd'hui ou... Je pense que la vraie raison pour laquelle je voulais dans la police, il y avait 2 raisons. Parce que quand j'étais jeune, les personnes un peu rebelles, c'était toujours dans la police dans les films. Et ils étaient rebelles, tout le monde s'énervait après eux, mais tout le monde les aimait bien. Donc je dis je suis un peu rebelle, donc ça va, c'est bon, ça correspond, ça devrait marcher. Puis je me voyais pas dans les bureaux, je me voyais pas dans un quotidien en fait, en costard cravate, en tailleur, c'était pas mon truc. Et je pense qu'il y avait le côté,
en fait, quand on est dans la police, on a le sentiment qu'on peut faire quelque chose. C'est-à-dire, s'il se passe quoi que ce soit, on a la légitimité d'intervenir. Okay. Et je pense qu'il y avait ce côté-là de, si je vois quelque chose qui ne me va pas, je peux intervenir. Okay. Et donc, c'est un peu ce que j'ai gardé, en tout cas dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, voilà, le monde du travail ne me va pas. Le monde de l'agence ne me va pas, mais je peux faire ma propre agence et mon propre monde du travail. Donc, allons-y, faisons quelque chose, en fait. Ok, très très cool. Et justement, transition toute trouvée, du coup, tu as cofondé Whodunit en 2009 avec Nandor. Ça a été quoi le déclic à l'époque? Vous étiez chez Canal+, je crois, si je me trompe pas. Exactement, moi j'étais DA freelance à Canal et j'avais déjà des premiers clients avant d'arriver à Canal et je travaillais déjà avec des devs en freelance. Et je voulais surtout plus m'occuper de la partie client. Et Nandor a cette vraie passion, appétence pour les clients et donc je sentais que c'était quelque chose qui le motivait dans la façon de lancer une activité qui soit vraiment auprès des clients. Voilà. Donc c'est ça un peu qui a mis le début de l'étincelle. C'est moi j'avais envie de faire grossir mon activité et de plus m'occuper des clients. Lui il aimait bien les clients. On s'est dit bon bah faisons un truc. Combo tout trouvé. Voilà. Ok. Et la vraie volonté du coup de ce que j'en retiens moi de l'histoire de Whodunit, c'était cette volonté de vouloir faire différemment. Au fond, qu'est-ce que vous vouliez changer? Est-ce que c'était l'approche client? Est-ce que c'était les fondements même de ce qui était fait? C'était quoi votre volonté d'en faire différemment? En fait, il y avait deux choses. Donc nous, à Canal+, on s'occupait de la refonte des sites de Canal+, CanalSat. Et on voyait passer les agences, on faisait des maquettes, on faisait, je sais pas, des fois 30, 50, 60 maquettes, on bossait pendant des mois. Et puis, un service changeait, on mettait tout à la poubelle et on recommençait. Donc le gâchis d'argent, le gâchis de temps, l'inefficacité, etc. Donc il y avait le premier point. Donc on s'est dit, nous, on aimerait bien faire des choses un peu plus durables, qui ont vraiment un sens. C'était une des premières raisons. Et on travaillait avec une agence qui avait son CMS propriétaire, ce qui fait que dès qu'on devait faire une demande, changer une virgule, changer quoi que ce soit, on envoyait un message, on attendait 2 jours, on avait une réponse, ça va vous coûter 3000. Ah bon, mais il y a juste besoin de rajouter une virgule. Oui, mais il y a le code, machin, le truc. Et on s'est dit, ok, nous, on veut pas de CMS propriétaire. On veut travailler avec des outils qui soient pas une telle contrainte. Donc, on s'était au départ dirigé côté open source sur, comment ça s'appelait? Joomla. D'accord, ok. Voilà. Et on a fait un site sur Joomla et on a dit, on va s'arrêter. Plus jamais. Plus jamais. Non, ça va pas le faire pour la vie. Et après, on a découvert WordPress et on s'est dit, bah, en fait, ça a l'air vraiment pas mal, ce truc. Ouais. Voilà. Elle s'est faite comment la découverte de WordPress? C'est du par hasard? C'est en cherchant autre chose? J'aimerais tellement avoir une machine à remonter dans le temps pour me rappeler comment je suis tombée sur ce CMS. Je me rappelle absolument plus comment on a découvert ça. Mais en tout cas, il y a eu cette premier bidouillage où on s'est dit, bon, ça a l'air quand même pas mal. Et notre premier site WordPress était tellement complexe. Graphiquement parlant, on avait bossé avec c'était pour la saison indienne, pour le musée Guimet, donc il avait une vraie besoin de DA, en fait. La home était hyper complexe, on s'est dit, comment on va faire ça avec WordPress? Surtout qu'à ce moment-là, on est en 2010 2010-2011, Donc, c'est un gros moteur de blog. Et en plus, c'était un blog pour la saison indienne, puisque c'était une expo, il y avait plutôt le côté article, donc ça s'y prêtait. Mais l'interface était faite par un DA, un vrai DA. Donc, notre premier site, mais au moins, ça nous a permis d'avoir une première belle référence et de montrer qu'on pouvait faire autre chose avec WordPress. Carrément. Et à l'issue de ce projet-là, c'est bon, vous étiez convaincu que WordPress, c'était tout droit, il y avait un gros potentiel? J'ai pas cette mémoire-là. En tout cas, on a continué à creuser. Moi, j'étais convaincue que c'était le CMS sur lequel il fallait qu'on investisse. Même si, à l'époque, il y avait encore des développeurs avec qui on bossait, qui étaient sur Symfony. On se rendait pas forcément compte du pouvoir que ça avait. Mais on a commencé un peu à se renseigner, voir un peu ce que faisaient les autres agences, et on a un peu senti ce vent de, ok, les agences web, tout le monde fait la même chose. Nous, on va se spécialiser sur ce CMS-là. On va tester. Et effectivement, ça a pris, en fait. Et ça a pris à ce moment-là. Bah, ça a tellement pris qu'aujourd'hui, vous êtes carrément une agence de référence en termes de WordPress en France. Sur l'histoire de Whodunit, c'est quoi, selon toi, le tournant stratégique qui a vraiment assis ce positionnement-là? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est au départ, quand on a lancé l'agence, on travaillait avec nos clients qu'on connaissait déjà, donc Canal+, et quelques agences de com. Et on faisait des sites, mais eux s'en fichaient de la techno. C'est pas ça qui les intéressait. Ils avaient un besoin peu importe que c'était Spip, Joomla, ils s'en foutaient, ils voulaient juste un site internet. Et quand il a fallu pivoter, parce que travailler pour les agences de com, c'est épuisant, travailler pour Canal qui change tout le temps ses prestataires, on savait que c'était pas sécure. On s'est dit, bon, on va faire qu'on se positionne vraiment et qu'on se niche vraiment. Et il y a eu ce premier
vraiment pivot de dire, voilà, là, on va être une agence WordPress. Ok. Donc ça, c'était vraiment le premier. Et à une époque où ça se faisait pas trop, donc il a fallu beaucoup communiquer, beaucoup expliquer sur ce que c'était, etc. Et on était encore dans une époque où on devait montrer que WordPress était le bon choix. Ouais. Et le second pivot a été quand on a décidé de plus l'expliquer et que les gens qui viendraient vers nous seraient déjà convaincus qui veulent WordPress. Okay. Et donc, à nous de les convaincre qu'on était les meilleurs pour le faire. Et là, on s'est mis à énormément contribuer. On est beaucoup plus allé dans la communauté. Ouais. Et c'est là où on a de plus en plus recruté. Sont arrivés Jean-Baptiste Audras, Rachel Peter, et tout. Là, vraiment, le développement le plus fort. Okay. Et qui a correspondu à notre second pivot, qui est intervenu en 2016, juste après qu'on ait tenté une croissance externe avec 2 autres agences. Okay. Ça s'était mal passé. D'accord. Et on s'est dit, c'est le moment de se encore à réinventer et accélérons sur la partie contribution, communauté. Okay. Et on a recruté JB, qui est un des plus gros contributeurs de WordPress dans le monde aujourd'hui, donc c'était parfait. Okay. Et quand tu dis une croissance externe, donc c'était une volonté de rachat, c'était comment t'as... En fait, on avait ce qui était très rigolo, c'est qu'on a monté une agence web sans être tech. C'est-à-dire que mon associé adore la partie client, moi je suis une DA, donc on n'était pas tech. Donc on bossait avec des devs qui nous racontaient un peu ce qu'ils voulaient parce que nous on savait pas ce qu'ils faisaient. Okay. Donc c'était notre faiblesse. Et on s'est dit on va s'acoquiner avec d'autres agences parce qu'on connaissait quand même pas mal d'agences sur Paris. Et une SS2I et notre agence WordPress, on s'est dit eux leur force c'est la technique. Donc sur le papier ça peut le faire. Et ça l'a pas fait. Okay. Voilà, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que on n'en serait certainement pas là aujourd'hui. On s'est développé autrement. Et puis voilà, on a essayé, ça marche pas, et aujourd'hui on est devenu l'entreprise qu'on est maintenant, et on est très content. Trop cool. Mais c'est une technique, la croissance externe, c'est une technique pour grandir quand on a besoin d'intégrer d'autres compétences. De la même façon, on a des boîtes qui se sont approchées de nous pour nous proposer de nous intégrer pour amener la partie WordPress dans leur entreprise, par exemple. Okay. Mais ça correspondait pas non plus ni à nos valeurs, ni là où on voulait aller. Okay. Ouais, c'est un facteur de plein d'éléments qui doivent être tous alignés un jour J pour que ça se passe bien, ou en tout cas le mieux possible. Le premier, c'est la culture. Et en fait, c'est ce qui a fait échouer les deux autres tentatives. C'est une différence de culture, parce que une association, c'est comme un mariage. Donc, il faut avoir les mêmes valeurs, les mêmes principes, la même vision. Sinon, ça ne marche pas. Ouais, ça pète. Ça va au clash et ça va être très compliqué. C'est ça. Et sur cette partie, même, comme tu disais, en 2007, donc quand vous avez fait le switch pour devenir très contributeur et avoir ce positionnement très assumé qui est quasiment unique en France, en tout cas pas à ce niveau-là. Pas à cette échelle. Comment vous avez commencé à vous dire, ok, là, faut qu'on contribue au cœur, on a des gens, on attribue du temps, parce que c'est forcément du temps. On sait que dans les mécaniques d'agence, du coup, c'est du chiffre d'affaires aussi, parce que c'est souvent le temps qui est vendu en plus d'un produit. Donc, comment vous avez réussi à aménager tout ça et en étant autant en contribution vraiment sur la partie open source? Au début, nous, la contribution au corps, moi, je la connaissais pas. Moi, je connaissais la contribution de faire des livres blancs, d'aller dans des WordCamp, d'organiser des meet-ups. Je voyais la contribution WordPress comme un champ très technique. Donc, je m'en approchais pas. Et donc le fait qu'on ait recruté Jean-Baptiste, qui lui est développeur et connaît par cœur la contribution, lui nous a ouvert à ce monde-là. Donc déjà lui tout seul contribue énormément, et ça a été très rapidement dans le deal que lui, en tant que directeur technique de l'agence, il se réserverait du temps pour faire la contribution, parce que c'était important pour lui, et nous c'est important pour nous parce que c'est notre premier argument de vente aujourd'hui. Donc c'était, j'ai envie de dire, du gagnant-gagnant. Par rapport à l'équipe, aujourd'hui on applique la même stratégie que propose WordPress avec les 5 for the Future. C'est 5% de notre temps dédié à la contribution. Donc pour faire contribuer 100% de l'équipe, c'est une journée par trimestre. C'est rien. Ça s'aménage. Ça s'aménage. Là, on a fait les release parties, la dernière version de WordPress, c'était 1 heure tous les mardis. On est 27, on tourne. Ça ne prend pas un temps, puis ça dure une demi-heure. Donc c'est pour ça que la contribution, ça prend pas tant de temps que ça. Là où ça prend du temps, c'est de comprendre comment ça fonctionne et où trouver sa place, en fait. Voir ce qu'on peut amener. Voir ce qu'on peut amener et par où commencer. Et c'est cette première étape qui est tellement compliquée que la plupart des personnes s'arrêtent et disent non, ça va me prendre trop de temps, etc. Alors que la contribution en elle-même, vous prenez ne serait-ce que la traduction, aller proposer une traduction pour une chaîne, ça prend 10 minutes.
Ouais, je veux dire, c'est pas très compliqué. Et même cette image, tu disais qu'elle avait une vision très technique à la contribution, qui est encore aujourd'hui quand même, avant qu'on s'intéresse à toute cette partie-là. Moi, je pensais qu'on pouvait aussi interagir qu'en étant dev, tu vois, très bêtement. Et même, il y a un gros effort de la communauté WordPress France, notamment au WordCamp, où il y a des ateliers de contribution la veille, souvent, où ils encouragent vraiment à dire aux gens, même si vous n'êtes pas dev, on peut faire des choses, etc. Il y a ce côté un peu évangélisation de qu'est-ce qu'on peut faire autour de WordPress qui est aujourd'hui hyper important. Parce que on peut quasiment tout faire avec WordPress. Mais c'est très français, hein, parce que quand tu fais des contributeurs day à des WordCamp Europe ou à des WordCamp aux USA, il y a mais la salle est pleine toutes les tables, hein, les tables marketing, les tables translation, enfin vraiment il y a énormément de monde, donc c'est un peu plus animé. Nous en France, ça a un peu de mal à être développé, expliqué, c'est un peu plus complexe, quoi. Et même si je veux un peu enchaîner sur cette partie-là, tu dis que il y a vraiment cette vision très tech. Et est-ce que en France, on n'a pas aussi nous une volonté de mettre en avant tout ce qui est l'artisanat et la technique? Je prends l'exemple du SEO, où aujourd'hui les têtes et même les premiers très gros SEO français ont tous un profil technique, là où aux US le SEO il passe beaucoup par le contenu et le content marketing, et on sent qu'on a vraiment une différence d'approche très très forte entre les deux. Est-ce que c'est des trucs que toi tu as pu retrouver du coup sur des WordPress entre différentes communautés internationales, ou c'est pas aussi profond que ça entre Non, guillemets? ça m'avait pas marqué, ça m'a jamais marqué. On sent que, en tout cas nous, on a toujours besoin de défendre vraiment la partie technique et le fait qu'on fait de la contribution technique. Ok, d'accord. Et même JB le rappelle plusieurs fois, il l'a fait récemment sur LinkedIn en disant qu'il y a plein de gens qui contribuent, qui font des meet-up, et c'est bien. Faire un podcast comme vous faites aujourd'hui, c'est une forme de contribution, complètement. Mais c'est pas la contribution au corps qui permet que le CMS continue d'exister. Et notamment là, quand tout le monde a commencé à taper sur cette histoire d'automatique qui a réduit ses contributions, JB a été le premier à dire que en fait, personne en France ne contribue. Donc, je veux dire, pourquoi lui il continuerait aussi? Enfin, le principe, c'est qu'en un moment, tout le monde contribue. Mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas de développeurs payés par une entreprise pour faire de la contribution, alors que dans d'autres pays, c'est normal. Yoast a des équipes de contributeurs, plein d'autres agences, plein d'autres éditeurs ont des gens payés pour faire de la contrib. C'est juste normal. D'accord, Ce serait peut-être ça le next step en France. Hein. Franchement, moi j'aurais les moyens, je le ferais. J'aurais les moyens de Yoast, je pense que je le ferais. Voilà. Et après, il y a d'autres produits qui le font, mais en tout cas, eux, ils ont une belle équipe pour le faire. Et puis après, Automatique, bien sûr, investit beaucoup. Oui, c'est sûr. Malgré tout ce qui s'est passé. Malgré tout ce qu'ils disent, ils sont quand même encore aujourd'hui la première entreprise qui contribue. À l'échelle mondiale, très clairement. Et on va revenir à Whodunit juste après. Juste avant, petite question, si tu devais décrire Whodunit comme un film ou une série, ce serait quoi? Waouh, j'étais pas prête. Parce que tout de suite, j'ai The Office qui vient en tête et je veux surtout pas. Très sympa pour la bonne ambiance, mais un peu moins pour le côté travail. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai trouvé le truc qui arrive. Qui est Michael Scott chez vous? Voilà, c'était le premier réflexe. Après, j'ai Malcolm qui vient, mais il y a le côté trop kid qui va pas. Non, j'ai Joker. Non, ça bouge tout le temps. Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu Dallas aussi. Non, c'est... Ouais, il faut que j'y réfléchisse. Mais je pense que c'est un peu un mélange, puis un film, il faudrait trop de personnages. En fait, c'est rigolo parce que avec ma meilleure amie, qui me suit depuis le début de Whodunit, puis maintenant qui est salariée à Whodunit, on a toujours eu ce jeu un peu rigolo de se dire, on pourrait en faire un film. Et sauf que là, il y a trop d'acteurs, ça nous coûterait beaucoup trop cher. Il y a trop de rebondissements, il y a trop de scènes à côté, d'histoires à côté avec les WordCamp. Vous imaginez le nombre d'acteurs, ce serait impossible à faire. Il y a des spin-offs, il y a des préquels. Mais c'est ça, c'est impossible, quoi. Voilà. Whodunit Marvel Universe. Franchement, Whodunit Cinematic Universe. Exactement. Donc, il faut les 22 films pour expliquer le premier truc. Donc, non, c'est pas possible. Voilà. Vous seriez votre propre film ou votre propre série, finalement? Je crois qu'on l'est déjà un petit peu. En tout cas, on est dans notre propre monde parfois. Mais on essaie un peu d'en sortir. Propre monde, carrément, vous l'avez prouvé, puisque aujourd'hui vous êtes en 100% télétravail et c'est un choix. Comment est-ce que cette décision, elle a transformé votre manière de travailler, au-delà de être séparés, bien sûr. Comment est-ce que ça a transformé votre manière de travailler, en bien comme en challenge? Alors, juste avant, je vais raconter comment on est arrivé au télétravail, parce qu'on est arrivé au télétravail à cause d'un WordCamp.
Donc c'est venu de là en fait. Okay. On est allé parce que moi je ne connaissais pas le télétravail, je savais pas que ça existait. On avait des bureaux à Paris, on travaillait. Donc moi tous les matins je prenais mon RER qui était blindé. Du coup je prenais ma voiture, j'en avais ras-le-bol, il y avait les bouchons. Bref c'était soit la peste, soit le choléra. Enfin bref la vie parisienne quoi. Et en fait on est allé avec Nandor au WordCamp Europe qui était en Bulgarie à Sofia. Et on assiste à une conf de Noel Tuck, qui est un des cofondateurs de Human Made, qui est une des plus grandes agences WordPress dans le monde, qui est une agence londonienne, mais qui sont worldwide aujourd'hui, depuis un petit moment. Et donc Noel Tuck est sur scène, il nous explique un peu comment il s'organise. Et là, il sort son Trello, il explique, voilà, ils sont organisés avec Trello et tout. Et puis, la boîte est londonienne, mais lui, il est en Afrique du Sud, il a surfé. Et puis, il explique ses débuts de journée parce qu'ils sont en 100% télétravail. Et à l'époque, je crois qu'ils sont en 50 ou 60, quoi. Wow, donc gros... Et je fais, donc je découvre le télétravail, je découvre que ça fonctionne. Et je découvre que ce gars qui fait le même boulot que moi, le matin, il va faire du surf. Et j'ai fait, mais en fait, on est trop cons. Et je ne savais pas que ce truc-là existait. Je vais faire ça, en fait. Ça a l'air vachement sympa. Et on rentre à Paris avec ça en tête. Et mon DA, à l'époque, il me dit, j'en ai marre de prendre le métro tous les jours. Je fais, on va commencer comme ça. On fait 2 jours de télétravail. On est en quelle année à ce moment-là 2013. Donc vraiment très précurseur dans la notion du télétravail. Et c'est là où on a vraiment découvert le télétravail. Et on a commencé par 2-3 jours par semaine, etc. Et donc, suite aux échecs des croissances en 2015, moi j'avais besoin d'air et j'échange de plus en plus avec WP Media, qui est la start-up derrière WP Rocket, Imagify, etc. Et eux, pareil, sont en 100% télétravail. Et je regarde comment ça fonctionne, je fais, ça a l'air de marcher leur truc. Donc, on va tester. Et puis, vous savez quoi, moi, je vais aller vivre à Lyon. Ça a l'air super, Lyon. Et mon associé fait, moi, je vais aller à Bordeaux. Voilà. Et puis, on a fait, pouf, on s'est séparés comme ça. Voilà, on a rendu les bureaux. Et puis, on a vu que ça fonctionnait. Et c'est aussi là où on a commencé à recruter JB et Rachel, qui étaient dans la région d'Ardèche. Donc, c'est ça. Et ça a ouvert ça. Et on a découvert la facilité de recrutement. Et au départ, c'était facile. C'était trop bien. Et puis après, on s'est rendu compte que, il faut qu'on s'organise. Faut qu'on s'organise. Alors comment on communique, c'est quoi les règles, c'est quoi les outils, qu'est-ce qu'on fait en synchrone, qu'est-ce qu'on fait en asynchrone, est-ce qu'on se voit, pourquoi faire, est-ce qu'on voit nos clients ou pas, parce qu'à l'époque il fallait aller voir les clients. Donc Nandor passait beaucoup de temps à aller voir des clients, moi j'allais encore voir des clients. Enfin c'était pas aussi normal aujourd'hui de faire des zooms. Enfin à l'époque ça n'existait pas, on se déplaçait pas mal. Et après effectivement l'entreprise s'est développée doucement, donc c'était facile de au fur et à mesure, comprendre ce qu'il fallait qu'on change sur la partie management et organisation. Sachant que moi, j'étais une maniaque du contrôle. Donc, j'étais une terrible manager les premières années de l'entreprise et je voulais que tout passe par moi. Et quand on est en télétravail, c'est fini. Donc, ça a été très compliqué de se remettre en question, de comprendre à la bonne distance, de comprendre comment on interagit avec chacun sans être dans ce contrôle du travail, etc. Donc, ça a été plein de remises en question, de communication, de lecture. J'ai aussi travaillé en parallèle pour WP Media et je me rappelle toujours que Jonathan m'a conseillé un livre qui s'appelait Comment se faire des amis. J'ai hyper mal pris. Il me dit, lis ce bouquin. C'est quoi le message? Et il me dit, non, mais le titre, ça veut rien dire, lis le bouquin. Je dis, bon, ok. J'ouvre le bouquin. Alors, la personne qui est dans le couloir de la mort, qui a tué sa femme, a une excellente raison d'avoir tué sa femme. Oula. Oh, ça commence bien. Ça va me plaire, ce livre. Et en fait, ça explique que, chaque individu, quand on communique, chacun a raison, pour lui. Et donc, notre but, c'est de comprendre pourquoi l'autre pense comme ça, et au lieu de vouloir imposer son point de vue à l'autre, Et je fais, ok, je vais creuser ça, et ça m'a ouvert plein de choses côté management. Et du coup, ça nous a aidé sur la partie télétravail. Mais ça a fait évoluer, nos process de travail, comment on travaille avec nos clients. Et là où c'était plus compliqué, c'est en grossissant très vite. Après, là, on s'est rendu compte que tout n'était pas documenté. Et donc, aujourd'hui, on a la difficulté de, quand on sort un site, en fonction des équipes, c'est pas la même chose, c'est pas la même façon. Et donc là, on est en train de tout remettre à plat pour que chacun fasse pareil. Mais l'uniformité, quel cadre on met? Parce que on est passé de trop de cadres à pas assez de cadres. Et donc là, quel cadre on remet pour être sûr que chacun soit aligné avec notre vision, quoi. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la notion de culture entre différentes entreprises, ça aussi c'est un sujet quand même très fort. Comment tu arrives à instaurer une culture d'entreprise ou au moins une espèce de cohésion quand tout le monde vraiment est éparpillé? Et en plus même, c'est vrai que quand on vient d'endroits différents, il y a aussi ce truc-là de multiculturalité qui est hyper important aujourd'hui. Et c'est des choses que
t'arrives à le mettre en place? T'en es satisfait? Ou tu te doutes qu'il y a encore plein de choses à améliorer et on est encore au début? On peut toujours faire mieux. Ouais. On peut toujours faire mieux. De toute façon, dans la vie, on peut toujours faire mieux. En fait, moi, avant de faire du télétravail, je ne connaissais pas la culture d'entreprise. D'accord. Je savais pas ce que c'était. Enfin, pour moi, on avait des bureaux, on avait un baby-foot, ouais. On avait une console de jeu, on avait des gâteaux. Pour moi, c'était un truc cool. Je me disais pas, c'est une culture d'entreprise. Ouais. Voilà. C'était juste, il y a des gâteaux, quoi. Voilà. Et en fait, quand il y a eu le télétravail, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que on retrouve un peu, ce qu'on vivait au bureau, des moments où on se retrouve, des moments où on fait, on a des, comment dire, on est content, on se congratule et tout. On fait OK. Et donc ça s'appelle des routines, des rituels. OK. Et donc après, pourquoi quand on accueille quelqu'un, quelle valeur on veut lui expliquer de l'agence. Donc on s'est posé des questions. C'est quoi nos valeurs? Et en fait, on a travaillé des petits bouts. Puis un jour, on a compris que ça s'appelle une culture d'entreprise. Ah, c'est ça. Et en fait, on n'a jamais autant travaillé sur notre culture depuis qu'on est en télétravail parce que, en fait, ça fait partie du travail. C'est-à-dire que si on veut reproduire en télétravail ce qu'on fait dans les bureaux, ça ne peut pas marcher. Et il faut vraiment que ça soit le rôle de quelqu'un de se préoccuper de ça, en fait, de se dire qu'est-ce que je mets en place, par quoi ça va passer, qu'est-ce qu'on fait comme animation, pour qu'il y ait justement des rituels. Et en fait, le fait qu'il y a un rituel qui est très très simple, la loi française nous oblige de savoir quand le salarié travaille et quand il ne travaille pas. Et comme on est en flexibilité totale, sauf le dimanche et sauf la nuit, le salarié commence quand il veut et finit quand il veut, fait ses pauses quand il veut. Et donc, du coup, il prévient les autres. AFK, allez chercher mon colis à la poste. Du coup, quand il revient, il y avait quoi dans ton colis? Et donc, il fait voir la photo. Ah, tu fais des Legos? Ah, trop cool, attends, je te montre mes Legos. Et en fait, ça crée plein d'interactions qu'on n'aurait pas dans un bureau parce qu'on dirait pas dans un bureau, les gars, je vais à la poste. Je reviens de la poste, j'ai mon colis. On ferait jamais ça dans un bureau. Clairement pas. Clairement pas. Et en plus, comme c'est un asynchrone, moi, j'arrive 3 heures après. Ah, je savais pas que tu faisais des Legos, moi aussi. Du coup, il y a une interaction asynchrone. Et ce côté multi-régional est génial parce que quand on est en Zoom, et qu'il y en a qui sont en pull bonnet et d'autres qui sont en t-shirt, c'est génial. Franchement, où il y a un gros soleil et l'autre qui sky, c'est très très drôle. Et puis il y a les accents. Et les expressions. Et des fois, il y en a, je comprends pas quand vous parlez. Juste, puis en plus, il y a les différences d'âge, parce qu'on a des jeunes et des moins jeunes. Enfin, on a les plus jeunes, je pense qu'il doit avoir 25, 26. Peut-être 27 maintenant. Et le plus vieux ou la plus vieille, elle a 55, peut-être. Donc, ça crée des discussions, très, très, très larges. Et donc, ça crée vraiment un côté très culturel, très, très varié. Ce qui fait que ça crée plein d'échanges, en fait. Et puis, il y a les teams chats, les teams chiens, les teams parents, les teams parents-chiens. Il y a plein, la team Lego, il y a la team les jeux de société. En fait, on a trouvé plein de façons de se regrouper. Mais de toute façon, on continue à se voir. Parce que si on ne se voyait pas du tout, ça ne fonctionnerait pas. Très clairement. Ça doit quand même s'étioler un petit peu sur la distance. Et on sent que les quelques mois avant la retreat, l'ambiance est moins bonne. On est plus tendu. On sent que là, ça fait trop longtemps. Ouais, d'accord. Voilà, c'est parce que maintenant qu'on est 27, se voir tous en même temps, c'est tellement de transport, etc., qu'on fait qu'une fois par an. Sinon, je pense que je le ferai 2 fois par an. Parce que je pense que 2 fois, c'est bien. Une fois, c'est un peu long. Ça arrive un peu. Les quelques semaines juste avant, on sent que il est temps qu'on se voit. Et sachant que on arrive à se voir quand il y a des WordCamp. Donc là, on s'est vu en petit comité parce qu'il y avait le WordCamp. Mais quand il n'y a pas de WordCamp, on se voit pas. Donc on a moins l'occasion Après, on essaie d'avoir des communautés un peu par ville. On a une communauté vers Nantes. Donc eux, ils sont un peu à des meet-up. Il y en a un peu dans le sud-est, mais on est quand même assez séparés, quoi. C'est dispersé. C'est dispersé. On a des gens du Havre jusqu'à Marseille. On a Bordeaux, on a Cognac. On est sur toute la France, quoi. Au final, c'est vrai que se retrouver, que ce soit en synchrone ou en asynchrone, avoir ces points communs, finalement, ça crée du lien sans tomber dans l'excès de certaines entreprises on est une grande famille. Là, on se sent que c'est quand même quelque chose d'un peu plus naturel. Chacun, j'imagine, donne ce qu'il veut aussi et laisse paraître ce qu'il veut, plus ou moins sur la retenue. Mais il me semble qu'on en avait rapidement discuté, je crois justement que c'était quand on s'était vu au WordCamp, de cette volonté d'avoir des profils très pluriels, très variés. Il y a une vraie volonté pour toi, pour Whodunit, d'avoir un maximum de profils variés. Mais on essaye.
Mais c'est pas facile. Non, j'imagine. Parce que mine de rien c'est très genré, hein, la tech, c'est très genré blanc aussi. Enfin voilà, enfin malheureusement, voilà. J'avais plus de diversité quand on était à VP Media parce que en termes de worldwide, il y a plus de différents profils. Puis quand on recrute des Indiens, ils sont indiens, hein, voilà, pour le coup c'est plus facile. Alors que nous en France, on est quand même très dans la culture un peu geek, un peu tech, et on a des profils qui sont soit plus âgés et un peu moins dans ce côté geek. Donc du coup oui, ça crée des décalages. Et au départ, c'était pas évident même pour nous, même si on a cette volonté de se dire ok, mais est-ce que ça va matcher si on n'a pas des choses en commun, où on peut se retrouver. Voilà. Et c'est là où parfois l'écart générationnel ou l'écart de justement de ce côté un peu personnel, on a parfois un peu de mal à le retrouver, mais en fait retrouver sur le travail et sur WordPress en fait, parce que c'est ce qui nous unit au départ en fait. Voilà, tout à fait. Donc on a effectivement des gens qui vont avoir le jeu en commun et d'autres juste ils ont une passion pour Gutenberg, hein. Enfin ça suffit. Et ça suffit, c'est le boulot. Et ils restent très bien. Mais voilà, par exemple Beryl, elle adore, elle est passionnée par Gutenberg, par WordPress, elle s'intéresse à énormément de choses qui n'intéressent pas forcément d'autres devs, d'autres personnes, mais en fait elle a tellement de passion qu'on arrive toujours à trouver des sujets de conversation. Et puis on s'intéresse plus aux humains justement en télétravail que dans les bureaux, parce qu'on prend plus le temps. C'est un effort, mais c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais, carrément, j'imagine. Et on sait que même le recrutement, c'est souvent des sujets très sensibles pour les entreprises comme ça. Et est-ce que du coup, toi, justement, le fait d'être en télétravail, malgré en voulant instaurer des valeurs entre guillemets assez fortes pour créer du lien, c'est quelque chose que tu trouves plus facile du fait que en fait tu as tout le pool français, voire même expat entre guillemets, parce que du coup tu touches plus large, ou justement tu trouvais que c'était plus facile quand tu étais à Paris parce qu'au moins tout le monde était localement et tu pouvais recruter plus facilement. Ah non mais le recrutement c'est la teuf, hein. Ouais. Franchement je fais une annonce en ligne, je fais un post LinkedIn et c'est tout. Et généralement, en 2 jours, c'est fini, hein, parce qu'on a reçu trop de CV. Ouais, d'accord. Déjà, on est en 100% télétravail, donc ça fait mouche. De fou, voilà. On communique énormément. Enfin, on a une requête ou de recrutement qui est présente chaque mois. Enfin, on sait on a été identifié. Donc déjà, on reçoit quand même beaucoup de CV en mode spontané. Donc on sait que dès qu'on va poster une annonce, on va attirer les gens. Mais malgré ça, on a quand même du mal à avoir une diversité. Ah ouais. Malgré le fait, c'est vrai que je vais pas mettre sur l'annonce. Alors, je recherche une femme. Non, mais bien sûr. Alors, si possible handicapée, un peu genrée ou pas, ou justement, ou végane. Enfin, je peux pas faire ma fiche de voilà. Voilà, on essaye dans notre communication déjà. Est-ce qu'il y a un premier effort? Moi, je me rendais pas compte en fait de ne serait-ce que le choix du visuel et le choix de la photo sur le visuel, que ça a un impact. Et c'est ce que je dis à chaque fois aux organisateurs de WordCamp: arrêtez de mettre des hommes en première couverture comme ça. Moi, les premiers WordCamp Paris, je regardais les photos, je fais, vous savez quoi, j'ai pas l'âge et c'est pas moi. Hein. Pas dessus. Ouais, d'accord. Ça matche pas, quoi, en fait. Ouais. Donc, et en fait, ne serait-ce que faire l'effort dans la photo, dans le texte aussi, ça aide un peu plus à avoir un peu plus de femmes, ne serait-ce que ça. Carrément. Oui, on est dans des purs sujets d'inclusion. C'est ça. Sujet qui est très actuel en plus. Donc, carrément. Ouais, carrément. Et on a une grille de salaire, donc il n'y a pas de négociation à l'embauche. Ouais, c'est fixe pour tout le monde. Et c'est la même chose. Et ça aide aussi que hommes et femmes gagnent la même chose. Donc ça facilite aussi. On essaye un peu justement de mettre ce genre de choses en place pour faciliter plus d'inclusion, mais ça reste compliqué. Hein. Ouais. Et ça évite un tabou de tu gagnes combien, machin. Ah ouais, pourquoi lui plus? Au moins c'est fixé, c'est très clair. Et c'est pas sujet à la discussion, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, depuis la création de Whodunit à maintenant, justement sur cette partie inclusion, diversité, tu vois quand même une modification, même si, ou alors on est quand même toujours très ancré dans ce cliché entre guillemets d'homme, ouais. C'est encore pas ça. Alors, ça l'est carrément beaucoup plus. Enfin, faut savoir que moi, historiquement, j'étais pas ouverte à tout ça. Okay. Ma meilleure amie, si elle voit cette vidéo, elle va me dire, ouais, tu m'étonnes. Moi, j'étais la première à dire, tu joues comme une fille, quoi. Enfin, par exemple, voilà. Mais je veux pas faire le prétexte de l'âge, etc. Enfin, encore une fois, j'étais fan de Rick Hunter. Il y a toute cette culture. Hein, voilà. Regardez cette série. Hein. Enfin, je veux dire, les insultes, et ils traitaient les gens d'homosexuels. Enfin, je veux dire. Enfin, il y a eu un gros travail culturel de passer tout ça, et aujourd'hui, heureusement, on est beaucoup plus exposé à toutes ces absurdités qu'on disait avant. Donc, il y a eu un premier gros travail déjà de comment on communique pour justement attirer d'autres types de profils, et comment on communique pour
pour avoir plus de bienveillance, avoir une communication beaucoup plus lisse, beaucoup plus ouverte. Même si des fois je dis encore salut les gars, j'y travaille et c'est pas toujours facile, mais voilà. Alors que c'est vrai qu'il faut faire attention à tout ça parce que cette communication interne et externe permet aussi d'attirer d'autres profils en fait. Donc c'est moins un sujet qu'avant, mais ça reste un sujet très clairement en interne. Ouais. Voilà. Un sujet que tu vis même toi très personnellement en termes de on croyait que tu étais la secrétaire, on croyait que tu étais la DA de la boîte. Alors ça oui. Voilà. Alors pour vous dire, moi au début de Woodonit, j'avais mis Nandor comme dirigeant. Ok. Ouais. Ah bah oui, parce que moi je suis une femme. Ok. Donc tu savais que ça fermerait des portes, que ça poserait. Ah bah oui, donc non, je vais mettre un homme, ce sera. Puis là, c'est lui là, voilà. Puis dans les séries, je regardais Remington Steele quand j'étais jeune, et Remington Steele, c'est ça, c'est une détective privée qui prend un homme pour être la figure pour la façade. Pour la façade, pour être sûr qu'elle ait des clients. C'était ça l'histoire de la série. Ok. Voilà. C'est vieux tout ça. Et donc du coup, Nandor était au départ le gérant et ça marchait pas parce que c'était pas son rôle et c'était le mien, donc ça ne pouvait pas marcher, donc on a inversé. Ouais. Et c'est là où on a assumé. C'est-à-dire que mon logo qui était bleu, il est devenu rose et on a assumé en fait. Ok. Et vous y êtes plus retrouvés exactement comme ça. Et tout ça, ça nous amène un peu sur le sujet aussi du leadership. Aujourd'hui, chez Woodonit, vous revendiquez un leadership authentique. Concrètement, ça veut dire quoi au quotidien dans une agence comme la vôtre ? Waouh. Elle est plus simple que quelle série ou quel film. Elle est déjà plus simple. Alors, comment on définit l'authenticité ? En fait, j'ai toujours détesté ce que je voyais quand j'étais enfant du monde du travail, c'est qu'au monde du travail, on porte un masque et on n'est pas la même personne au boulot et dans sa vie. Complètement. Mais on ne peut pas être la même personne au boulot et dans sa vie, puisqu'il faut quand même qu'on fasse attention à ce qu'on dit et comment on se comporte. Et en fait, c'est effectivement ça, c'est comment on est authentique et savoir qu'on ne joue pas un jeu. Quand on est poli, quand on est bienveillant, on ne joue pas un jeu. Mais par contre, on s'interroge de c'est quoi être bienveillant au travail. Enfin voilà. Donc l'authenticité, c'est vraiment oser être soi-même, oser être. J'ai un dev qui ose être lui-même et qui n'arrive pas à se lever tôt le matin. Hein. Okay. Enfin, je veux dire, il est lui-même et il est authentique en fait. Il se force pas à être quelqu'un d'autre, c'est ok. Mais il rentre quand même dans notre culture et dans nos rituels. Hein. C'est pas un sujet, mais ouais, je pense que ça passe par l'acceptation de la diversité de personnes qu'on peut savoir, enfin qu'on puisse être aussi, et surtout de pas raconter de bullshit en fait. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on vend, par rapport à ce qu'on est, on va pas se vendre autrement que ce qu'on est en fait. Et en fait, le fait d'avoir accepté qui on était et de dire voilà c'est ça que vous achetez, ça nous aide aussi à assumer plus qui on est, que de vouloir être une autre personne. Et d'essayer de le vendre. Ouais, tout à fait. Du coup, vous avez vraiment cette authenticité en pilier. Il y a un autre pilier, moi, que je perçois avec Woodonit, c'est cette volonté d'être dans l'innovation continue, notamment par les contributions au corps, par exemple. Comment est-ce que tu arrives à concilier l'innovation continue, qui demande d'aller toujours en avant, de prendre des risques, de se lancer un peu dans l'inconnu. De la veille aussi beaucoup. De la veille beaucoup. Et concilier ça avec les valeurs fondatrices qui sont du coup votre socle, vos repères, ce qui est déjà établi. Comment est-ce qu'on concilie ces deux trucs-là ? C'est compliqué. c'est très très compliqué parce que alors, ça va dépendre de plein de sujets, ne serait-ce que techniquement parlant. Entre la vision de Jean-Baptiste, d'effectivement de WordPress, qui a une certaine vision, et la vision de mes devs, que je dirais pas qu'il ferait bien du bedrock et tout, etc., mais ils aimeraient bien aller plus loin que ce que permet de faire WordPress. Ouais. En fait, effectivement, faut trouver un juste milieu. Et c'est toute une négociation permanente de comment on trouve un juste milieu entre l'innovation et garder quand même un socle qui fonctionne. En fait, dans l'entreprise, vous avez toujours les deux types de profils. Vous avez les rockstars et les superstars. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion-là. C'est dans un livre, bref, peu importe. En fait, la superstar, par exemple, c'est un dev, il va rester dev. Et il va juste vouloir être un dev de mieux en mieux, en fait. Il va vouloir rester dev, mais toujours être plus performant. Il ne va pas forcément changer les lignes, etc. Et vous avez les rockstars qui, lui, va toujours vouloir bouger les lignes. Donc, si vous avez que des rockstars, c'est toujours le bordel, parce qu'il faut toujours chercher à faire autre chose. Et si vous avez que des superstars, c'est plan-plan. Et en fait, il faut trouver le juste équilibre entre les deux pour qu'il y ait une émulation, donc il y ait un côté locomotive, comme ça les suiveurs, du coup, suivent les rockstars et ça part dans un sens. Mais quand même, comme il y a un peu un ralentissement sur le changement, parce que il y a une partie qui aime bien quand même ce qu'ils font, du coup, ça temporise un peu ça. Donc, ça permet de trouver un petit équilibre, d'avoir des gens moteurs et des gens suiveurs. Mais il faut trouver le bon rythme, parce que si vous avez que de l'un ou que de l'autre, ça marche pas. Et après, on a aussi une vraie culture de la remise en question permanente.
qui nous permet d'être tout le temps dans la recherche de qu'est-ce qu'ils font ailleurs, qui fonctionne, qu'est-ce qu'on fait nous, qu'on doit améliorer tout le temps. Et c'est à la fois épuisant, mais c'est aussi une façon de constamment être dans l'ouverture de qu'est-ce qu'on fait demain. Carrément. Voilà. Parce que c'est vrai que sur notre partie dev, il y a eu, à une époque, ça s'est un peu calmé, mais tous les frameworks JavaScript qui sont sortis en même temps, à un moment où c'était la fête, où c'était le futur, quand on regarde avec maintenant un petit peu de recul, on a vu qu'il y en a beaucoup qui se sont calmés et qu'ils avaient tous un intérêt sur des choses bien précises. Sauf qu'en fait, on a voulu de suite utiliser pour tout et n'importe quoi, du React, de l'Angular, etc. Alors qu'en fait, c'était très bien dans ce besoin-là. Et c'est vrai que si tu te passes ton temps à aller fouiller et sortir tout, tu peux vite t'épuiser, quoi. Faut bien faire le tri. Et c'est ça le juste milieu à trouver. Et effectivement, Jean-Baptiste va être effectivement cette force tranquille qui dit non, mais tout ça, là, Angular, machin, enfin, c'est juste WordPress, les gars. C'est ce que les gens achètent, voilà, donc vous êtes gentils. Et les devs qui vont être là, ouais, mais regarde, là-dessus, on gagne du temps, là-dessus, c'est plus flexible, on va plus vite, c'est plus maintenable. C'est ça, c'est l'avenir. Ok, c'est l'avenir, mais c'est l'avenir pour les 2 prochains mois ou c'est l'avenir pour les 3 prochaines années, en fait. Carrément. Voilà. Et là, se pose la même question avec l'IA. C'est où on va sur l'IA, parce que là, c'est super, ça brille et tout. Mais qu'est-ce qui va changer dans 3-4 jours, quoi. Donc, et c'est tout un exercice de laisser la place un peu aux deux. Et puis parfois on pivote un peu trop, c'est pas grave, on repart un peu dans l'autre sens, etc. Et toujours bien clarifier de qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce que les gens viennent acheter aussi, parce que nos clients, qu'est-ce qu'ils viennent acheter en fait? Ils viennent acheter au départ du WordPress natif, c'est ce qu'ils viennent, parce que c'est notre spécialité. Mais s'ils viennent acheter du WordPress natif et qu'en même temps, je sais pas, leur site, il y a un peu d'animation, il y a un BO, un truc un peu sympa, pourquoi pas? Ça peut aussi l'intéresser, en fait. Parce qu'il y aura ce côté un peu moderne, un peu, parce que le code moderne permet aussi de faire des choses un peu sympas que ne permet pas forcément de faire WordPress. Tout à fait. Et puis les devs, ils ont envie de s'amuser aussi. Oui, c'est ça. Ouais, il y a un côté bac à sable qui est quand même hyper intéressant. Voilà, il y a un nouveau tool qui sort, Tailwind, machin, on a envie de le mettre dans le BO pour voir ce que c'est. Voilà, juste celui-là, voilà. Et JB la regarde, fait, non mais non, enfin non. Non, c'est pas WordPress, les gars. Voilà. Et ça, c'est la discussion de pourquoi, en fait. Pourquoi ils veulent faire ça? Qu'est-ce qui les pousse à vouloir innover? Comprendre le moteur qui est derrière, dire, comment on peut répondre à ce besoin? Peut-être en restant dans WordPress à 90% et en mettant une petite touche de quelque chose, puis en voyant comment le marché évolue et comment WordPress aussi évolue. Parce que quand Gutenberg est arrivé, JB croyait énormément en Gutenberg et heureusement il nous a aidé à investir dessus. Il y a plein de boîtes qui ont dit non, ça marchera pas, classique éditeur, machin, voilà. Ok. Et justement, cette recherche de juste milieu, c'est quelque chose où c'est 100% les équipes qui gèrent ça entre eux, ou est-ce que toi et Nandor, ou toi ou Nandor, vous allez intervenir, ou en tout cas encourager, je sais pas, à time-bloquer des temps dédiés à ça? Comment ça s'organise? Alors ça, on a tenté de l'organiser avec une technique que j'utilise depuis très longtemps, qui était le principe des 80-20, donc 80% de prod et 20% d'autres choses. Sur le papier, en théorie, ça fonctionne. Dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en plus, dans les sprints, on met que le temps travailler et dès que, en fait, si on a un peu de temps, on va peaufiner un peu le site sur lequel on est dans le rush. On va pas forcément se prendre du temps pour. Donc ça, c'est le premier point qui a échoué, c'est un peu ça. Du coup, ceux qui innovent, c'est ceux qui font ça en plus de leur temps, qui ont fait ça le soir ou le week-end. Donc ça marche pas. Nandor est pas du tout dans cette veille technologique. Lui, il va plus s'éclater sur des besoins clients, sur l'accessibilité, etc. Donc il va plus être moteur en nous partageant de la veille, en ayant les idées sur la partie relation client, conseil. Moi, je suis pas du tout sur la partie technologique. Moi, je fais plus de la veille par rapport à des confrères des services et l'IA. JB, lui, va plus être au courant de la partie WordPress. Donc, on est au courant de qu'est-ce qui arrive, etc. Mais du coup, on a des devs en interne qui, eux, vont faire de la veille technologique. Donc, l'idée, c'est de réussir à animer ça. À une époque, on faisait ce qu'on appelle les dojos. Donc, des moments où on faisait ça en réunion, on se montrait les choses. Il y a des réunions d'équipe entre devs, ils se montraient les choses. Mais on voit bien qu'on arrivait à la limite de cet exercice-là. Et là, ce qu'on est en train de tenter en ce moment, c'est de tout mettre dans un planning. Et si tout est dans ton planning, normalement, tu as le temps de tout faire parce que tout rentre. T'en déloges pas. Voilà. Mais c'est très compliqué, notamment pour des gens dont le métier, c'est le support. Il y a des tickets à faire. Donc, même si là, c'est marqué dans mon agenda, je peux aller faire de la veille, j'ai des tickets. Et le service client. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper complexe de réussir à faire monter tout le monde en même temps. Quand tout le monde s'intéresse pas en plus au sujet. Donc c'est à la limite presque au niveau des projets qu'on va réussir un peu plus à itérer. On a un starter theme qui nous sert pour tous nos projets sur lesquels on itère, etc. Mais on n'est pas encore au niveau de ce qu'on aimerait. Mais là, c'est le problème de vente de la prod.
Tout à fait. Ouais. Donc recherche d'équilibre, c'est pas simple. Vous testez des choses, mettez des choses en place et puis vous gardez ce qui marche et on avance un peu comme ça. Si on en revient à toi, si tu devais décrire ton super pouvoir en tant que CI, en tant que CEO, ce serait quoi toi ton super pouvoir au sein de Whodunit? On aime les questions qui font bugger ici. Un seul en plus. L'omnipotence. Non, pardon. Moi, très franchement, ce que j'aime le plus, c'est la gestion de la crise. Je pense que c'est ce que j'aime le plus. Et donc, du coup, de devoir comprendre la situation, écouter les besoins de chacun, comprendre les besoins de chacun et trouver des solutions. Voilà, moi, je pense que c'est quelque chose que j'aime énormément et rendre tout ça plus productif, efficace. Est-ce que c'est ça mon super pouvoir? Je pense que c'est peut-être le principal. Et tout ce qui va derrière, la représentation de comment on représente un problème, de comment on écoute chacun, comment on conduit chacun vers le changement. Oui, c'est plutôt ça, très clairement. C'est de faire bouger les lignes et... Quand tu dis la crise comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'urgence que tu aimes bien gérer quand tu sais que tu as un truc... Non, c'est vraiment ça. Avec sous pression. Non, c'est pas forcément la pression, c'est qu'en fait... Il y a un truc hyper gratifiant il y a un problème, il y a un feu, on l'éteint. Parce qu'en fait, tout le reste du temps, c'est un peu plan-plan. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait en tant que CEO, ça prend du temps. On met des choses en place, ça prend des mois, voire des années avant que ça se transforme en quelque chose. Alors qu'une crise, parce que deux devs sont pas d'accord sur un sujet, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Au moins, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ok, exprime-toi. Arrêtez, vous écoutez plus. Voilà, juste je prends l'autre. Vous parlez pas de la même chose. Ah bon, attends, je vais te faire un dessin. Et puis après, ça j'aime bien en fait. Et c'est vrai que souvent on dit que le format agence est entre guillemets plus speed, plus dans l'urgence qu'un format annonceur. Toi, tu serais le genre de personne à vraiment t'ennuyer chez l'annonceur justement, ou ça dépend de l'annonceur. Parce que pour avoir travaillé avec Canal+, on s'ennuyait pas. Ouais, d'accord, ok. Donc, tu retrouvais ce degré d'urgence aussi. Mais c'est la fête. C'était super, Canal. Non, en fait, alors on essaye que ce soit pas non plus l'urgence constamment. Parce que justement, on n'aime pas ce côté rush. On essaie de faire quand même bien les choses. Mais en fait, je pense qu'il y a ce côté d'utilité que j'aime bien dans la gestion de la crise. C'est qu'il y a un problème et je trouve une solution et on fait quelque chose tout de suite. C'est l'avoir de la capacité d'action dans une situation bloquée en fait. Voilà, je pense que c'est ça que j'aime, c'est apporter une solution et du coup dans tout ce qui va avec la compréhension du problème, c'est comme je dis toujours, on peut pas se mettre d'accord sur une solution si on n'est pas d'accord sur le problème. Tout à fait. Donc commençons par ça en fait, parce que ça se trouve on n'est déjà pas d'accord sur le problème. Et le fait de creuser ça, d'interroger tout, cette partie humaine, moi je la trouve hyper enrichissante. Dans une agence ou ailleurs, je pense que c'est un truc... et on en revient à la police, qui n'est absolument pas le rôle de la police aujourd'hui en France, mais dans l'imagination que j'en avais... autre débat. Tout à fait. Gardien de la paix, tout ça. Voilà. Carrément. Et à l'inverse, si tu devais décrire ton talon d'Achille en tant que CEO? Mettre un cadre. Ah ouais, ça c'est compliqué. J'aime pas m'en mettre à moi, donc du coup en mettre aux autres c'est très très compliqué. Donc mettre un cadre et être clair dans le cadre, et m'y tenir. Par exemple, un exemple tout bête, la gestion de l'alcool. Voilà, c'est un sujet. Par exemple, moi, je bois pas d'alcool et je ne souhaite pas qu'on boive de l'alcool. Mais culturellement, en France, on boit de l'alcool. Donc, à chaque fois qu'on est en séminaire, en fait, il y a des gens qui veulent boire de l'alcool. Et moi, j'arrive pas à tenir le truc de non, il n'y a pas d'alcool. Parce que j'ai pas envie de les priver. Mais d'un autre côté, j'ai mes convictions. Et ça a l'air insignifiant comme ça, mais je donne cet exemple-là parce qu'il est le plus compréhensible, mais j'en ai plein comme ça de sujets où j'ai beaucoup de mal à mettre un cadre, parce que j'ai voulu faire un monde du travail où il n'y a pas de cadre, mais il en faut toujours, en fait, un minimum. Mais c'est trouver cette bonne taille de cadre qui est très, très compliqué. Ouais, j'imagine, carrément. Surtout, c'est vrai qu'en France, et pendant les séminaires, on est toujours dans cette notion de un peu entre les deux. Ou du coup, c'est un peu quand même la foire. On a du mal à se dire, ça reste quand même le travail. Donc, honnêtement, on était en séminaire l'année dernière dans un hôtel qui accueillait d'autres séminaires, dont des métiers où manifestement l'alcool est une religion. Je veux dire, ils se disaient des trucs entre eux. Je fais, voilà pourquoi il faut pas picoler, parce que moi je veux pas qu'ils disent allez chope la trésorière. Non. Tu chopes pas la dev. Non. Et en fait c'est ça. C'est si on veut garder. L'alcool désinhibe, donc il faut faire attention en fait. Faut éviter. Il y a des excès qui peuvent très vite arriver. Violence, j'en sais rien, mais voilà, on peut vite, on perd le contrôle en fait. Et là, on est entre professionnels, donc
Oui, ça reste un cadre de travail. Exactement. Même si c'est pour passer un bon moment, ça reste un cadre. Et on peut passer un bon moment sans être carpette. Ouais, c'est sûr. Sans vomir partout, tout ça. Moi, je veux dire, il y a un juste milieu à trouver très clairement. Alors, on va changer un tout petit peu de sujet sur la partie communauté et transmission. Toi, tu es quand même très présente dans la partie WordPress. Donc, ce qu'on disait, même par rapport à ta communication, tu communiques beaucoup sur WordPress dans sa globalité. Est-ce que le fait d'être aussi impliqué dans cette notion un peu open source et de partage, ça t'apporte des trucs en plus côté perso que tu pouvais pas avoir, ne serait-ce que des rencontres, ou c'est parce que tu es comme ça de base et tu as cette volonté vraiment de partager et d'aller plus loin dans l'open source? Alors, je pense que déjà, j'aime le partage parce que j'aime l'échange, en fait. Et le fait de partager va faire que on va échanger, en fait. Donc, c'est toujours intéressant de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et en fait, c'est une question hyper intéressante parce que je me pose toujours la question de pourquoi j'ai besoin de faire des posts LinkedIn, pourquoi j'ai besoin de faire des vidéos YouTube, pourquoi j'ai besoin de cette exposition, en fait. Voilà. Et je déjeunais avec une amie hier dont le neveu fait ça tout le temps. Il fait des marathons, il y a 3 personnes derrière qui le filment. Enfin, il est surexposé en permanence. Il dit, mais c'est générationnel. Je fais, non, moi, j'ai aussi envie de cette exposition. Et pourquoi, en fait? Qu'est-ce qu'on a besoin de montrer? Et je pense que j'ai tellement vu de modèles qui me correspondaient pas quand j'étais plus jeune, que j'ai envie de dire, voilà, regardez, il y a une autre alternative qui existe, et j'ai envie aussi d'inonder le marché d'alternatives, en fait. Il y a un peu ce côté de je veux montrer qu'il y a d'autres choses qui existent que ce que vous avez pu connaître ou ce que vous avez pu voir dans les agences, etc., en fait. Vous pouvez avoir une agence WordPress qui est dirigée par une femme qui n'est pas technique. Oui, ça marche. Le télétravail fonctionne, vous pouvez avoir un logo rose et c'est OK. Enfin, voilà, tout va bien. Hein. OK. Je pense qu'il y a un peu ça dans le partage, en fait. Le côté, je te montre que ça marche. Et puis après, il y a sûrement un peu d'ego dans tout ça. Hein. Je pense qu'on va pas se voir. Un côté prouveur. Je pense qu'il y a un petit... Enfin, de toute façon, sinon, on s'expose pas à ce point-là. Hein. Ouais. Ça reste quand même... Il y a aussi ce truc-là en fond qui fait que... je vais en parler avec mon psy tout à l'heure. Je vais faire une séance. Alors, pourquoi YouTube? Et... même du coup pour aller encore plus loin dans le partage, du coup on en parlait au tout début, il y a la Woodenit Academy qui est sortie, donc là c'est tout récent encore, à l'échelle de Woodenit en tout cas. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez et qu'est-ce que toi ça t'apporte aussi dans cette nouvelle aventure qui est complètement différente de la prestation de service pure, quoi. On est vraiment dans de la transmission là, ça va beaucoup plus loin. Et on propose beaucoup moins que ce que j'aimerais proposer parce que j'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin, mais il me faudrait des devs, il me faudrait plein d'autres équipes. En fait, la première chose sur laquelle on veut accompagner les agences et les freelances, c'est sur nos connaissances en fait. C'est montrer, 90% des formations WordPress apprennent d'Ivy et Elementor. Oui. Les gars, vous formez des gens qui vont être, qui vont continuer à générer des sites qui sont pas forcément le mieux possible, même si Elementor c'est moins pire, mais bon. Donc il y a déjà ce premier constat-là de dire, voilà, on a besoin de montrer que WordPress c'est pas des sites à 3000 et que ça demande des vraies compétences. Et donc du coup, comment on forme les gens à ça? Moi, j'ai la partie business que j'adore. J'ai envie d'expliquer qu'on soit freelance ou une petite agence, comment on développe son business. Parce que moi ça fait 16 ans que je fais ça, j'ai envie d'expliquer, j'ai envie de partager. Il y a l'âge aussi qui joue. Hein. Je veux pas faire un peu de... Mais quand t'approches de tes 40-50, t'as envie de... Toi, soit t'as fait des enfants, tu transmets, soit t'en as pas fait, ou t'en as fait mais tu veux transmettre autrement. Et c'est un peu, je veux expliquer par quoi je suis passée, quel point j'ai résolu, et toi, ça peut t'aider toi dans ton agence ou ton business. Donc c'est toujours vraiment transmission, partage. Donc sur cette verticale business, moi j'ai envie aussi qu'on partage la verticale IA parce qu'on travaille énormément avec des agents IA dans l'agence. Moi je trouve ça fascinant tout ce qu'on fait avec aujourd'hui. Mais j'aurais adoré qu'on fasse la partie contribution, qu'on fasse la partie technique, la partie dev pure. Mais on n'a pas le temps pour l'instant. Pour l'instant. Et vraiment au départ on était en format. J'étais partie pour faire des formations en salle. À l'ancienne. Moi c'était ça le début. Voilà. Et après j'ai dit mais en fait ça m'intéresse pas. Le truc vraiment à l'ancienne, ce qu'on fait encore plein de gens, Calliope, machin, bien sûr, la salle avec 10 personnes, machin. Mais non, moi je consomme beaucoup de petits formats et moi j'aime pas les formations d'une journée, ça m'abrutit, je peux pas. On va faire des formats courts en masterclass, puis on va faire du coaching parce que c'est aussi ça que moi j'aime, c'est discuter avec des gens qui viennent avec leurs problématiques. Puis on met 2-3 pièces, quoi, et après ils reviennent 2-3 mois après. Ah oui, ok, donc là, je comprends mieux, et c'est vachement plus d'interaction en fait. Et ce que j'adorerais faire, je touche du bois avec ça, c'est des webinaires, enfin vraiment pas des webinaires, pardon, des séminaires.
Ouais, d'accord, ok. Ouais, des masterminds, venez, on prend une villa, on va en Savoie, on se met un week-end là-dedans. Et c'est ce qu'avait organisé comment ils avaient appelé ça, les frères Denis, l'UEP Camp, je sais plus comment ils avaient appelé ça. Ils avaient organisé ça, et c'est ça donc vers Bordeaux. Ok. Et je trouve ça trop cool. C'est vrai que dans ce que tu dis, on a tendance à voir du coup l'académie comme de la formation. En fait, dans les faits de ce que tu nous dis, on est quand même beaucoup plus proche du mentorat presque, où vraiment tu accompagnes les gens jusqu'au bout sur leurs problématiques du quotidien. On n'est pas sur un truc descendant, linéaire, comme on pourrait le voir souvent. C'est plus le partage de terrain. En gros, Eddie, lui, va faire la partie, je vais mettre des grosses guillemets, plus partie scolaire, en expliquant le FSE, comment ça marche, comment on paramètre son éditeur, etc., son thème, etc., qui est nécessaire pour avoir derrière l'échange de, OK, sur le terrain, voilà ce qu'on fait. Mais là où on va plus prendre du plaisir, c'est dire, comment aujourd'hui nous on utilise le bloc grille, voilà ce qu'on fait avec, et c'est plus pratico-pratique. Versus juste expliquer, alors, pour mettre un bloc grille, tu vas dans ton back-office, tu vas cliquer à droite, tu fais comme ça, tu machin... c'était gentil. Je veux dire, j'ai déjà fait. Et notre cible aussi, c'est des gens qui ont déjà mis les mains dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qui veulent accélérer, qui veulent passer un cap. Et qui ont déjà appris, en fait, à servir de WordPress ou de Gutenberg, mais ils veulent juste passer un niveau, en fait. Et aujourd'hui, vous avez accompagné combien de personnes en tout? Tu saurais nous le dire? Oui, je sais, parce que je suis à peu près les chiffres. À peu près, parce que je mets toujours à jour. C'est Vanity Metrics. On est autour d'une centaine. Aujourd'hui, avec à peu près un 60-40, 60 sur la partie business et 40 sur la partie FSE Gutenberg. Et du coup... En payant, je parle, parce qu'après, il y a tous les produits gratuits. Parce qu'il y a les PDF, il y a les formations Gutenberg offertes, et il y a la partie YouTube aussi que fait beaucoup, qu'anime beaucoup Eddie. Et dans les profils des personnes qui sont intervenues dans la formation, tu vois des choses en ressortir, ou c'est quand même assez mix en termes de profils qui adhèrent à l'académie? Globalement, c'est des petites agences. Petites agences ou freelance en activité depuis un petit moment. Donc, petite agence, j'ai envie de dire en dessous de 10 personnes, et du freelance qui fait ça depuis un petit moment. Mais par contre, dans la formation d'Eddie, on a vu popper des gens dont c'était pas le métier et qui voulaient apprendre à faire des sites internet. Mais on a eu quelqu'un, je sais plus, je crois, qui faisait un site sur les réserves de tortues en Guadeloupe, enfin un truc, on s'est dit très niché. Comment c'est arrivé sur le site de l'académie, il a pris la formation FSE, quoi. Enfin, comment ça? Et donc du coup, il posait des questions de OK, mais comment j'installe WordPress? Ça c'est pas dans la formation. Là c'est pas le bon public. Voilà, c'est pas le bon public. Et donc du coup, Eddie m'a dit ça peut être intéressant, on va faire une vidéo à côté. Je fais si tu veux, faisons ça. Petit onboarding, vidéo offerte pour expliquer les BABA, l'hébergeur, tout ça, voilà. Et on a une autre personne qui fait du coach canin aussi, pareil, qui a fait son site avec la formation d'Eddie. D'accord, donc en autodidacte. Vraiment rien à voir. Et je dis OK. C'est trop bien. Je trouve ça génial. Les tortues, je retiens. Les tortues, c'est trop bien. Mais franchement, quand j'ai vu, en plus, quand je voyais la question popper, je fais, qui c'est? Puis le truc, je fais, oula, c'est très très loin. Puis je vois le site, je fais, oula, c'est pas votre métier. Ce sont des tortues. C'est clair. Et du coup, pour continuer sur la partie de ce que tu aimes bien partager, même mentorat un peu plus loin, est-ce que toi, tu as eu quelqu'un comme ça pour répondre à toutes les questions, ou est-ce que du coup, grâce au binôme que vous avez en cofondant l'agence, ça a un peu rempli ce rôle-là, ou tu as dû faire tout ça toute seule? J'aurais aimé découvrir les coachs et les mentors avant, parce que ça m'aurait tellement aidé. En fait, au départ, moi, j'étais un peu con. Je me disais que j'allais apprendre par moi-même et que les autres, ils étaient cons, ils savaient pas ce que j'avais. Enfin, je parlais pas avec les autres, en fait. D'accord. Alors que Nandor a toujours été dans l'ouverture et toujours considéré que l'autre va t'apporter, en fait. Après, en étant de plus en plus dans la communauté, j'ai changé beaucoup avec Jonathan de WP Media, par exemple, qui m'a amené d'autres visions, etc. Donc, j'ai commencé à avoir ce mentorat indirect parce que c'était pas je veux dire vraiment du coaching par rapport à mon activité. J'étais inspirée par d'autres agences, j'ai toujours regardé des conférences, j'ai lu des livres et ça m'a aidé en fait. Mais c'est l'indirect. Et depuis quelques années, je me fais coacher. J'ai différents types de coachs, des coachs business. Là, en ce moment, je suis coachée pour la partie cadre parce que c'est ce qui me pose problème, donc on va travailler dessus. Et très honnêtement, c'est indispensable. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous juge de l'extérieur et qui est là pour... c'est comme pour un sportif, en fait. C'est un entraîneur. Et c'est un entraîneur. Et en fait, je ne comprends pas comment en France, on n'est pas plus coaché parce que ça fait tellement du bien. Et puis c'est un soutien psychologique aussi parce que mon associé, il est top. Je l'aime beaucoup, mais il va être touché par ce que je lui dis.
Okay. Donc si je lui dis voilà, j'ai pas le moral en ce moment, le pipe il est mou, je sais pas trop ce qu'on va faire et tout, bah lui il va être ouais, moi aussi, punaise, ça sent le chômage, c'est chaud. Voilà. Alors que la coach va dire bon, écoute, moi dans l'écosystème en ce moment, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que les boîtes font, ça peut t'aider. Est-ce que tu as pensé à faire ci, est-ce que tu as pensé à faire ça? Ça va être une locomotive en fait. Voilà. Et en plus j'ai trouvé des coachs vraiment où il y a cet échange asynchrone illimité. Je fais le WhatsApp, il me fout chier. Je raccroche. Et après, j'ai un message. Ouais, mais je comprends. Parfois, les salariés peuvent être un peu pénibles. Ce que je ne peux pas faire auprès des salariés. Enfin, je peux pas, voilà. Et je peux pas à chaque fois appeler des confrères pour expliquer que. Mais les confrères, c'est bien. C'est important d'échanger avec d'autres agences qui ont différents stades de développement. Mais il y a toujours ce côté un peu concurrent. C'est pas toujours évident. Le coach et surtout différents coachs en fonction de notre développement, en fait. Chaque expertise. Voilà. Et par exemple, moi j'accompagne une agence sur un sujet de positionnement et je dis moi je suis pas coach marketing. Donc moi je peux te montrer là où tu as besoin de travailler, mais je vais pas te trouver tes réponses. Dérouler la stratégie forcément. Et ta plateforme de marque et tout, c'est pas mon métier. Par contre, je vais te dire que moi en termes de business, ce que je lis, c'est pas cohérent. C'est ça, parce que par rapport à ton expérience. L'histoire que tu racontes, ça marche pas. Enfin, juste là, je comprends pas ce que tu fais, je comprends pas qui t'es et j'achète pas, quoi, tu vois. Et moi, dans mon expérience, voilà les questions qu'on s'est posées, et voilà par quoi on est passé, voilà les livres que j'ai lus. Je suis très très fan de la plateforme Masterclass. Je sais pas si vous connaissez cette plateforme. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime. C'est ce côté, j'ai des gens qui expliquent, quand Gordon Ramsay m'explique comment faire des œufs brouillés. Ça dure 20 minutes. Et je suis contente d'avoir payé pour savoir comment faire des œufs brouillés, parce que depuis, mes œufs brouillés sont high level. Voilà. Mais en fait, j'aime ce côté, regarde ce que je fais, et ça va t'aider, toi, en fait. Et moi, c'est ça que j'aime. Et que j'aime pas le côté formation de hyper scolaire. Moi, ce que j'aime, c'est voir d'autres personnes faire. Et le coaching, c'est pareil, mais en interaction, en fait. Et du coup, c'est aussi pour ça que tu dis que t'aimes bien voir les autres faire. C'est aussi pour ça, je me doute que tu as commencé à faire beaucoup de live aussi sur du YouTube et du LinkedIn, ou c'est une autre chose qui t'a fait vouloir avoir envie de te créer ce format-là? En fait, c'est vraiment le montrer, en fait. Parce que au bout d'un moment, faut montrer. Et j'aimerais tellement faire plus, et j'espère réussir à en faire plus, de regarder ce qu'on fait, regarder comment on réfléchit pour faire ça, parce que ça va donner des idées à des gens. Et on a aussi le retour de ah bah oui, toi tu fais comme ça, t'as jamais pensé à faire ça? Ah ouais, j'avais pas pensé à faire ça. Ah ouais, bah super. Donc même moi je level up en fait en partageant des choses en fait. Et il y a aussi dans le process de partager, de créer, en fait il y a forcément le process créatif de qu'est-ce que je veux raconter. Du coup, je fais ça depuis 10 ans. Comment je suis arrivée à faire ça? Pourquoi je pense comme ça en fait? Pourquoi quand je fais un devis, je fais comme si je fais comme ça? Pourquoi je fais ça? Et qu'est-ce que la personne en face perçoit? Et le fait de travailler sur cette transmission nous fait remettre en question, nous fait level up nos documents. Et en fait, tout le monde est gagnant dans ce côté réflexion. Et Eddy, aujourd'hui, qui fait des vidéos chaque semaine sur le FSE et sur YouTube, je peux vous dire que quand on a de la contrib à faire, du webmastering, c'est Speedy Gonzalez. Hein. Il voit la maquette, il fait alors bloc gris, bloc colonne, bloc machin, tic tac tout, terminé, c'est fini. Voilà, et puis il connaît plein d'extensions. Enfin voilà, même si c'est pas le premier métier de Whodunit, parce qu'on fait des sites sur mesure, la partie webmastering, intégration de contenu, on en a toujours. Enfin, il est devenu super efficace, il connaît ça par cœur. Mais parce qu'il fait plein de vidéos. C'est ça. Donc ça vous apporte vraiment au quotidien cet aspect création. Et puis ça apporte du trafic. Hein. Voilà, Et derrière, oui, il y a trafic, conversion, vente, la logique. Voilà. Et quand vous lancez comme ça des formats, vous prenez le temps souvent de vous poser pour savoir quel type de format vous allez faire, quel sujet vous allez aborder, ou ça se fait quand même très au fil de l'eau cette partie Ça dépend des semaines. Alors, par exemple, hier, Eddy m'a dit tiens, je ferais bien un short là-dessus. Ouais, bah vas-y. Voilà, c'était ça la décision. Du coup, Voilà, ça a été ça. Et puis il y a d'autres moments, on va se prendre un peu plus de temps, on va dire bon bah voilà, alors en ce moment, c'est quoi les pain points de notre cible? Par exemple, le blog gris, c'est un peu compliqué. Bon, on peut faire une vidéo sur le blog gris ou le FSE, est-ce qu'on utilise ou pas le theme JSON? Enfin voilà, on va un peu plus partir du besoin de l'utilisateur. D'accord, ok. Voilà. Par rapport à ce que vous pouvez entendre. Et puis par rapport à ce qu'on va nous expérimenter aussi. Enfin voilà, et les lives, là par exemple ce midi il y avait un live de JB sur la partie audit, parce que lui il a envie de partager ce qu'il veut faire demain et pourquoi il fait les audits et à quoi ça sert au-delà de la note. Donc il y a aussi une envie au départ viscérale de partager ce qu'on fait au quotidien en fait. Ouais, carrément. Et est-ce qu'aujourd'hui, après avoir fait de nombreux lives quand même, t'en as commencé à en cumuler pas mal, qu'est-ce que t'apprends de ces échanges en live? Tu sens que ça t'apporte un vrai plus plutôt qu'une vidéo? En fait, les deux fonctionnent parce que le live derrière devient une vidéo sur YouTube. Et on a très très peu de participants.
le jour J. D'accord, Ok. ok. Mais par contre, on a un petit groupe de fidèles qui reviennent toujours. Mais on a très peu de participants. C'est très rare qu'on ait plus de 50 participants. Ok. Après, ça va dépendre des sujets. Des fois, on en a 10, des fois, on en a 100. Ça dépend vraiment. Mais par contre, on a plus de public sur la partie YouTube derrière. Donc, D'accord, en fait, ok. la vidéo, derrière, elle va continuer de vivre, en fait. Ouais, en plutôt Donc, froid. Donc, sur le moment, c'est cool parce qu'il y a le côté live, il y a le côté un peu... je suis désolée de la référence de vieille, Télématin avec, avec Eddie, où on fait notre présentation audio qui est très cool. Et après, il y a le côté, on prépare le live, on fait tout ça. Et donc, là, il y a un premier bénéfice. Et après, il y a l'échange en direct avec les gens. Ouais. Donc, ça, c'est cool. Et après, quand la vidéo passe sur YouTube, qu'on a des commentaires, puis qu'on voit que, en termes de SEO, ça ramène du trafic, qu'il y a de plus en plus de gens qui voient la vidéo, fait celle-ci, ça intéresse. On sent que ce sujet-là répond à un besoin. On comprend mieux les besoins de notre public. Parce que le but, c'est toujours pareil, c'est on donne pour que derrière les gens se disent, ok, ils sont compétents, on va pouvoir convertir une partie de ces gens-là sur du payant derrière. Ouais, tout à fait. Ça vous assoit en tant qu'autorité dans le marché aussi. Et du coup, vous avez commencé quand à peu près ces formats live, vidéo, avec une volonté de partager L'académie aussi fort, c'était en second semestre de l'année dernière. C'est assez récent. Oui, parce qu'avant, on faisait de temps en temps des lives, mais au départ, on avait le podcast. Après, on a fait quelques lives, mais on en faisait 2-3 par an, on en faisait de temps en temps. Mais là, on est à fond. Eddie produit des vidéos chaque semaine depuis quelques mois. Ouais. Je vois ça passer. Oui, il s'éclate. Oui, carrément. Si on continue à parler de Whodunit et plus de l'aspect stratégique et d'anticipation des mutations du secteur, il y a une phrase que j'ai bien aimée, je serais incapable de dire où est-ce que je l'ai lue, mais tu parles de cette capacité à sentir les virages. Ouais. Je trouvais ça très chouette et que c'est une vraie force chez vous au-delà de la force technique. Le prochain virage, selon toi, c'est quoi ? On est en plein dedans. Hein. Très franchement, on est en plein dedans. Pour moi, 2025, en tout cas, là, en avril 2025, c'est un Covid numéro 2 en termes d'activité. Très franchement, c'est un stop international de toute l'activité. Et là, on est tous en train de se regarder. On se dit, OK, c'est quoi ce qui arrive et c'est quoi la prochaine vague ? Et en fait, il y a 3 sujets en même temps. Il y a très clairement, on est trop nombreux sur le gâteau. Là, il y a trop d'agences WordPress. Il y a 15 ans, on était 3. Là, il y a des agences WordPress, il y en a 3 par rue. Il y en a énormément. Des freelances, j'en parle même pas. Je veux dire, post-Covid, ça a explosé encore plus. Donc, on sait déjà depuis 2-3 ans qu'on est trop nombreux pour le gâteau. Donc, ça commence un peu à se tendre. En même temps, il y a la situation économique française qui est déjà pas évidente parce qu'on s'amuse avec nos gouvernements. Plus un monsieur de l'autre côté de l'Atlantique qui a décidé d'appuyer, de faire n'importe quoi, qui déstabilise tous les marchés. Et donc, du coup, les annonceurs, font les écureuils et du coup, ferment tout. Du coup, les gens qui travaillent pour eux, ils ferment. Et il y a une réaction en chaîne de on ferme. Et le premier truc qui saute, c'est le marketing, les prestataires externes, etc. Communication, par contre, AdWords, tout ça, ça marche bien, pas de problème. Mais par contre, les sites internet, tout ce qui est totalement coupé. Donc, tout s'arrête d'un coup, exactement comme en 2020. Et en plus, il y a un monstre qui est arrivé, très clairement, qui s'appelle l'IA, qui est en train de complètement bouleverser nos métiers. Et on ne sait pas à quel point. C'est-à-dire que moi, ça a bouleversé mon métier très clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en capacité de produire des contenus. Je veux dire, les masterclass que je fais, la production de contenu que je fais, je l'aurais jamais fait sans l'IA. J'aurais pas le temps. Juste là, moi, j'ai décuplé ma productivité là-dessus. Sur toutes les analyses qu'on fait, on est beaucoup plus productif. Et ça, c'est juste moi. Mes devs, c'est pareil. Mais à quel point ça va changer notre métier. Elementor, on fait des sites avec l'IA. WordPress propose des sites avec l'IA. Donc, il se passe quelque chose. Donc là, hop, on est reparti pour une autre mutation, tout ça y compris. Mais alors, par contre, je sais pas ce qui arrive. Il y a un truc qui est clair, en tout cas, et je pense qu'avec les confrères, quand on en discute, on est à peu près d'accord que dire que demain, l'argent ne va plus sur la technique. Ce qui intéresse les clients, c'est l'humain, le conseil, la valeur ajoutée, que au-delà d'acheter un site, ils achètent une expérience, ils achètent du conseil, de l'accompagnement. Donc, mettre beaucoup d'argent sur une partie technique, ça va de moins en moins les intéresser parce qu'en plus, on a de plus en plus de façons de répondre à leurs besoins sans tout développer à la main. Ouais, exactement. Donc ça, c'est sûr qu'il y a un virage là-dessus. Le côté technique WordPress, je suis pas sûre qu'il va encore continuer très longtemps. Ça, pour l'instant, oui, mais je ne sais pas pour combien de temps. Mais en tout cas, il y a un premier virage de la technique, c'est peut-être un peu moins important que ça a pu être à une époque. C'est vrai que nous, on a fait le constat là en fin d'année, on a suivi une formation même pour nous stabiliser dans comment on se présente, etc. auprès de clients, etc. Et on s'est posé la question de c'est quoi notre valeur ajoutée. Et on a fait bien la distinction entre
ce qu'on peut appeler des créateurs de sites et des développeurs web. Aujourd'hui, maintenant, c'est plus du tout la même chose, avec des outils comme Webflow qui remplissent super bien leur travail pour des sites vitrines. En vrai, c'est vrai que des fois, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. C'est où est-ce que du coup, tu peux proposer de la valeur à des grands groupes ou des choses comme ça, et vraiment. Et même pour enchaîner sur ce qui s'est passé avec Automatic, vous avez quand même des gros groupes en tant que client. Vous avez senti une réticence comme ça des grands groupes dans leur non, ça n'a rien changé pour vous. Il y a eu 3 articles un peu publics et on a eu un client qui nous a posé une question. D'accord, ouais. Voilà, c'est tout. Enfin, faut dire, nous, ça nous touche parce qu'on est dans la communauté WordPress, mais c'est une tempête dans un verre d'eau. Hein. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Voilà. Je veux dire, mes clients savent pas qui est Automatic, ils savent pas qui est Math, ils comprennent rien. Et en plus, nous, on est en capacité de leur expliquer ce qui se passe. Tout à fait. Et que c'est juste quand il y a beaucoup d'argent et des hommes, ça se transforme en ça, en fait. Voilà, juste à un moment donné, il y a une guerre de je te rachète pas. Enfin, en ce moment, c'est OpenAI et Google. Enfin, je veux dire, voilà, vous avez de l'argent, vous avez de la testostérone, ça se finit comme ça. Voilà. Et j'imagine que, typiquement, le client qui t'a posé la question, lui, il cherchait surtout de la réassurance de qu'est-ce que ça signifie en termes de conséquences pour mon site, ma boîte. J'imagine que c'était surtout ça, lui. C'est ça. Et par rapport à la maintenance, parce que comme nous, ce qu'on vend, c'est des sites durables, en fait. C'est pas juste tu fais ton site et dans 2 ans, t'arrêtes. C'est des sites qui coûtent parfois 50, 60, 100 000, 200 000. Ils investissent pas pour 6 mois. Donc, ils veulent être sûrs que leur investissement fonctionne. Et de toute façon, historiquement, depuis 15 ans, il y a toujours un service qui s'appelle la DSI. D'Irrésistible Gaulois, qui nous explique que de toute façon WordPress c'est pas sécurisé, que c'est nul et que ça marche pas. Enfin pas tous, ils disent pas tout ça, mais donc, on a l'habitude en fait d'avoir toujours cette cellule qui dit ouais mais WordPress c'est pas sécurisé, c'est un gruyère. Donc enfin là c'est juste un autre argument. Mais il y a eu quelques articles un peu putaclic qui ont pas aidé. Et des gens qui racontent un peu n'importe quoi sur le fait qu'il y a plus qu'une seule version et que c'est drame, etc. Non, c'est juste pour faire un peu de bruit. Mais je suis pas sûre que Bell regarde les vidéos d'Alexandre Bortolotti qui explique que s'il n'y a qu'une seule version, voilà, je pense que ça les touche pas plus que ça en fait. Non, je pense qu'ils s'en remettront. Justement, tu parlais de cette volonté de faire du long terme avec les clients, de faire le choix du coup de projets évolutifs avec un accompagnement dans le temps, plutôt que des gros projets one shot qui pourraient être plutôt sexy pour le coup. Qu'est-ce que ça change dans la relation avec vos clients ? Plein de choses, parce que déjà ça change la partie écoute et co-construction, parce que le fait de faire du jetable, on est plus dans une dynamique de faut faire vite et pas cher, alors que là il faut faire du durable, donc il faut vraiment s'intéresser aux besoins, et puis il faut aussi expliquer que le site a une durée de vie plus longue, donc il y a la mise en ligne, mais il y a tout derrière la maintenance évolutive, et donc pour qu'il y ait une maintenance évolutive, il faut que chaque mois on fasse le point sur le site, sur leurs besoins qui évoluent. Donc c'est vraiment, ça change toute la dynamique de la relation. Et c'est là où parfois en termes de culture, si en face de nous on a une culture un peu plus site jetable, on va pas forcément se rencontrer en fait, parce que eux vont vouloir du vite et tant pis et du pas cher et voilà. Et nous on est là, attendez, nous on fait de la qualité en fait. Nous on est là pour que ton site, tu remettes pas, enfin tu veux payer 10 000 mais tu vas payer 50 000 sur 3 ans. Là tu vas payer 60 mais après tu payes plus. Donc c'est ça mais il faut qu'ils aient la bonne culture. Donc ça change effectivement leur approche, leur dynamique, la relation qu'on a, voilà. Ça fait une sélection naturelle dans les gens avec qui vous travaillez, du coup. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Justement, si on parle collaboration client, ce serait quoi la plus belle réussite en termes de collaboration client de Whodunit ces dernières années ? Il y en a plein. La collaboration sur l'ADEME est top. Les sites qu'on a fait pour l'ADEME, parce que déjà c'est l'ADEME, donc déjà c'est chouette. On a travaillé avec la Net Squad, qui est une très belle agence, qui font la partie UI UX, éditorial et tout, ils sont top. Un beau travail d'équipe. Le client était top. Tout le monde était aligné. Il voulait, du coup, l'ADEME, il voulait du durable, de l'éco-conçu. Enfin, tout s'y prêtait, le budget, le timing, c'était très très chouette. On a un client qu'on aime beaucoup, qui est Sistra, qui a une usine acide depuis très longtemps, qu'on accompagne depuis très longtemps. Et donc, régulièrement, on fait un point avec eux pour savoir qu'est-ce qu'on construit l'année d'après. Il y a de la confiance, c'est génial. Et on s'est rendu compte, là, j'ai fait un petit tour de mes clients récemment, on a des clients qu'on accompagne depuis un peu plus de 13 ans. Ah ouais. Ok. Et on s'est dit, waouh, c'est long, 13 ans. Et c'est rare dans un écosystème d'agence où on peut vite changer. En plus, avec le nombre d'agences qui a popé, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des rotations, ce qui des fois peut être très sain. Mais du coup, que tu arrives à garder un lien de confiance comme ça, c'est
Oui. Impressionnant. Puis on regarde combien on leur a vendu le premier site, on le fait, oh là là, comment on gagne de l'argent à l'époque? Comment c'était possible? Et est-ce qu'il y a des projets, au contraire, où tu disais que justement c'est parfois difficile de se rencontrer? Est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été en gestation, qui se sont peut-être un peu lancés, mais où au final il y a eu un stop parce que ça le faisait pas du tout? Oui, très clairement. Oui, il y a eu des projets où il y a eu un stop, il y a eu des projets où on a serré les fesses jusqu'au bout, et on n'en pouvait plus, parce qu'il fallait que ça se termine, mais on voulait aller jusqu'au bout parce que c'est normal, mais c'était dans la violence verbale, parce que c'était le client montait en pression, nous on supportait plus, ça ne matchait pas, et donc généralement quand ça ne matche pas, le client est plus dans la situation de force, et plus il force, plus nous moins on se laisse faire, on n'aime pas trop ça. Donc pas facile. On a des clients où on a essayé d'arrêter, mais ils voulaient pas forcément arrêter. Et oui, des sites qu'on a mis en ligne, et on sait que derrière, l'agence qui va passer derrière nous vont dire qu'est-ce que c'est ce travail de merde, et ils vont refaire. Parce que ça s'est mal passé. Justement, moi ça m'avait un peu marqué au WordCamp de Rennes l'année dernière, où et même sur tes contenus LinkedIn, c'est récurrent comme thème le client vampire, le client qui prend 80% du temps mais qui ramène rien au CA. J'étais curieuse de savoir si, déjà, est-ce que vos clients, est-ce qu'ils tombent sur ces contenus? Est-ce que tu as déjà eu des retours? Là, je me demande de me dire, est-ce qu'il y a un client qui est venu en disant, est-ce que moi je suis un client vampire? Est-ce que je suis sympa? Je suis vraiment curieuse de savoir s'il y a déjà eu des retours dans ce sens-là ou pas du tout. J'aimerais tellement. En fait, je sais pas si nos clients lisent des contenus. En tout cas, les miens, je sais pas. Je sais qu'ils lisent les contenus Nandor parce qu'ils font des retours. Moi, j'ai jamais eu aucun retour. Mais par contre, parfois, Nandor ou GB viennent me voir en disant, Émilie, t'es sûre? Parce que là, peut-être si. Voilà, ou même quand j'ai fait ma conf, on passe un peu pour des cons quand même. Je sais, non, c'est authentique. Des fois, des fois, voilà. Mais en fait, en tout cas, j'essaie toujours de doser, de dire, en fait, la relation toxique avec un client, elle est en premier de notre faute, en fait. Et c'est plus ça que je remets en question, c'est plus nous, ce qu'on fait. Et qu'il n'y a pas de mauvais clients, c'est juste qu'on leur correspond pas. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a des clients qui lisent, surtout quand j'explique que j'ai plus de thunes par moment. Je sais pas si, mais voilà, j'ai fait un post sur la trésorerie l'année dernière, et JB est venu me voir en disant mais ils vont flipper les clients. Ah oui. Mais personne m'a jamais rien dit, et ça se trouve c'est pour ça qu'on a plus de clients. En fait, ils le disent pas. Mais c'est pour ça, j'ai provoqué une crise mondiale. Finalement, c'était ça. Mais ça pourrait, hein. Mais c'est pour ça que j'essaie d'équilibrer aussi, parce que j'ai pas envie d'avoir cette communication de regardez comme on est super, regardez on fait plein de thunes, on est trop génial. Il y en a plein qui le font, ça m'énerve. Surtout qu'on sait que c'est pas forcément le cas. Mais oui, mais je les connais en plus. Juste les gars, juste on se connaît. Donc ta vidéo de comment tu fais 2 millions, t'exploites des gens et tout le monde le sait, et tu fais de la merde et tout le monde le sait. Donc mais moi je le sais, mais les autres qui te regardent ta vidéo ils ne le savent pas, et du coup ils pensent que ce que tu dis c'est vrai, et donc après voilà. Donc mais c'est le jeu des réseaux sociaux. Hein. Ouais, tout à fait. Mais c'est un peu l'extrême de regarde comment je gagne 10 000 € par mois en restant chez moi. Voilà. Surtout sur LinkedIn. C'est vrai que c'est le réseau un peu adapté pour tout est beau, tout est joli. Et même rien que cette semaine, ton article sur le coup de téléphone qui te fait perdre un gros client de plus de 20% de ton chiffre d'affaires. C'était 80 000, ouais. Et du coup, tu dis ça, c'est des retours qu'on ne voit jamais. Non. Et alors que c'est des décisions, ou même quand tu regardes les commentaires, etc., c'est des décisions que beaucoup de gens ont déjà pris. Tout à fait. Et alors que du coup, c'est hyper concret, c'est hyper authentique. Et on reste dans cette lignée-là, quoi. Et c'est super. Mais parce que les gens qui publient sur LinkedIn, ils ont pas compris. Enfin, après, ça dépend à qui tu t'adresses. Oui, mais, c'est sûr. Plus t'es authentique, plus les gens, ils ont envie de travailler avec une personne, en fait. Et ils veulent travailler des gens qui leur ressemblent aussi. Et c'est pas vrai, les gens qui réussissent tôt. Moi, j'en vois certains qui sont les parfaits papas, qui font des marathons. Le mec, il gagne plein d'argent, donc il fait des placements de ouf. Toi, t'es là, mais en fait, t'es parfait, quoi. Et du coup, moi, je suis un gros caca à côté, donc je vais pas travailler avec toi. Voilà, ça matche pas. Moi, ça me fait pas rêver, en fait. Mais ça fait rêver une partie des gens. Ouais, tout à fait. Et il faut le savoir que si ces gens-là font plein d'argent, c'est parce qu'ils disent qu'ils font plein d'argent, et donc ça attire une certaine population. Moi, ça attire pas les gens que j'ai envie d'accompagner, même si, bien sûr qu'on explique aujourd'hui, on fait 900 000 € sur la maintenance parce que c'est ce qu'on vend. On dit voilà, nous, on arrive à faire ça, donc toi, tu peux développer ta maintenance. Nous, on a réussi à le faire. Donc, il faut bien qu'on donne des chiffres. Mais je veux pas tomber sur on fait plein de thunes. T'as pas envie de faire plein de thunes, toi aussi? Et donner ce côté de on fait plein de thunes et on a l'impression que c'est facile. Moi, souvent, je trouve ce que je reproche à ces contenus-là, c'est que ils te montrent un truc
tout le monde peut y arriver demain, en 10 minutes, c'est fait, c'est bon, t'es le roi du monde et t'as tout gagné. Et c'est pas si simple, nous, à une moindre échelle, on le vit au quotidien. C'est pas si simple, C'est pas si simple. Je suis persuadée que tout le monde peut y arriver. Ouais. Par contre, tu vas en chier. Ouais. Juste, sois prête à ça. Mais par contre, tout le monde peut y arriver. Pas à tout. Voilà. Moi, comme je dis toujours, je ne peux pas demain faire du marathon. C'est pas possible. La course, ça m'emmerde. Désolée. Ouais, Voilà, c'est pas mon Chacun truc. son truc. Championne de natation synchronisée, je pense pas non plus. Mais quoique, j'en ai vu une à 4 ans et puis j'ai la réussi. Enfin bref, on sait pas. Tout est possible. Mais par contre, oui, il faut montrer ce qui est possible. Mais il faut aussi montrer que c'est possible. Mais là-dessus, tu vas galérer, en fait. Parce que oui, tu peux être aujourd'hui une agence de référence. Si tu veux demain, tu peux être l'agence de référence WordPress sur Whodunit. Enfin, sur WordPress, tu peux le faire. Être comme Whodunit ou d'autres agences. Mais c'est du travail. C'est pas demain. Non. Alors, on a un copain qui a fait des contenus comme ça sur de l'entrepreneuriat. Et il y a une phrase qui est souvent ressortie. C'est tout le monde peut être entrepreneur ou faire quelque chose, mais pas n'importe qui. Et cette nuance-là, je la trouve très très vraie. Où c'est comment tu es capable de t'emparer du sujet et vraiment d'aller travailler parce que c'est pas tout cuit. Mais en fait, tout le monde peut être acteur, hein. Ouais. Mais tout n'est pas Ryan Gosling, quoi. Enfin, juste. Voilà. Déjà, c'est un mix de plein de trucs, hein, parce qu'il y a plein de personnes très talentueuses comme lui, mais qui ne perceront jamais. Parce qu'il y a plein d'autres choses que juste le talent et le travail. Il y a le talent, le travail, et après, il y a plein d'autres choses de remise en question, de réseau, de plein d'autres trucs qui font que tu arrives à ce moment-là. Ouais, surtout avec l'image de l'entrepreneuriat où on te vend la liberté, tu travailles qu'un jour par semaine, tu vas surfer en Afrique du Sud. Voilà. J'y ai cru, hein. Voilà, bon, les premiers mois et même les premières années, c'est pas tout à fait la réalité, quoi. Et ben en fait, t'as toujours des gens qui disent ouais, mais moi je pense que. Et en fait, moi je respecte les gens qui disent ouais, mais moi je pense que je peux y arriver en 2 jours par semaine. Bah vas-y, essaye. Enfin juste, moi je serais ravie que tu m'expliques comment tu fais. Trouves le contraire, et très bien, c'est ce qui arrive. Voilà, parce que franchement, vas-y. Il y a plein de gens que je connais qui font de l'argent sans beaucoup travailler. Ils font de l'ADS. L'ADS, tu peux faire plein d'argent sans beaucoup travailler. Voilà, ça demande des connaissances avant d'y arriver. Il y en a qui font ça aussi sur TikTok, voilà, qui font de l'argent. Il y en a qui font d'autres trucs sur d'autres sites dont on parlera pas. Et ça fonctionne, ça apporte plein d'argent. Mais après, il y a plein de choses qui existent où il n'y a pas forcément cette notion d'effort. Mais ça marche combien de temps? Tout le monde peut pas le faire. Toujours pareil, tout le monde peut pas le faire. S'il y avait une recette magique, facile, sans effort, pour qu'on soit tous riches, beaux et célèbres, je pense qu'on l'aurait on l'aurait tous. On l'aurait tous, clairement. Écoute, on en arrive gentiment à la fin. Pour clôturer tout ça, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité? LinkedIn, c'est sûr. Voilà. Premier réseau. Et newsletter aussi, que j'anime chaque semaine, qui est Behind the Who, que j'adore faire. Principalement sur mes 2 canaux. Ok. Pour l'instant. Pour l'instant. Jusqu'au prochain. Ouais, jusqu'à YouTube, que j'aimerais tellement lancer. Je rêve d'être la Shubham Sharma, femme agence. Voilà, j'adore ses contenus sur la productivité, je trouve ça fascinant. Et j'adore surtout Ali Adbal, qui est un Américain qui fait ça depuis très très longtemps. Je rêve de faire comme lui. 2 très bonnes recos qu'on mettra par là. Très sûrement. Quelque part. C'est la moitié du montage qui verra ça. Un mot ou une phrase pour résumer ton passage ici. Ce que tu retiens de tous nos échanges là. À part mal au crâne. Ah non, j'espère. Alors un mot ou une phrase, hein. Je te limite pas. Qu'est-ce que c'est? C'est long, 16 ans. Non, moi je suis ravie qu'on partage, et surtout ce que j'espère, c'est que ça va intéresser et que ça va inspirer, puisque c'est un peu le but de tout ça, c'est que donner des idées, donner des voix, montrer des alternatives. On a parcouru énormément de sujets, c'était très intéressant. Merci beaucoup. On fait plein de trucs. C'est aussi intéressant de voir l'image que vous en tirez aussi de ce qu'on fait nous, et de qu'est-ce que vous avez gardé. Carrément. Voilà. Donc c'est partage, authenticité. Je pense que c'est vraiment ce qui définit le plus, et l'échange et ce qu'on a raconté. Trop chouette. J'ai l'impression. Je suis assez raccord avec ça. Une petite reco perso. Alors c'est très large, ça peut être podcast, outil, un livre qui t'a marqué, un spectacle, un film. Un lieu à visiter à Lyon, par exemple. Venez à Lyon, c'est bon. Venez à Lyon. Musée des Confluences. Il y en a plein. Un livre et une idée absolument premier, Stratégie Océan Bleu. Ok. Déjà très clairement, pour s'ouvrir à d'autres marchés, avoir cette réflexion permanente de se remise en question, etc.
Le livre Comment se faire des amis sur la partie management est excellent. Des podcasts, j'en écoute plein et à la fois aucun parce que j'écoute un peu tout. Les vidéos, moi je suis fan, je vous disais d'Ali Adbal sur la productivité, sur effectivement comment on fait passer les idées, tout ça. Et après, en fonction de l'âge du public, moi j'ai des vidéos qui m'ont beaucoup inspirée dans la partie masterclass, notamment la vie de Martha Stewart, qui est une femme hyper inspirante parce que elle a commencé l'entrepreneuriat à 50 piges. Elle était une des premières femmes influenceuses dans le monde et à 80 ans, elle a 50 boîtes et elle fait de l'IA, elle n'arrête pas sa carrière, elle est incroyable et elle montre vraiment que tout est possible à n'importe quel âge. Voilà, je trouve ça hyper inspirant. Ok. Voilà. Et dernière question, une reco cette fois-ci pour prochain ou une prochaine invitée. Qui devrait prendre ta place la prochaine fois? Pas simple. Trop de choix ou... En fait, il y a trop de choix. Moi, la première personne qui me vient en tête, c'est Jonathan WP Media. Qui est sorti de la communauté WordPress, mais qui est une des personnes les plus inspirantes que je connais. Et son associé Jean-Baptiste Marchand-Harvier, pareil. C'est deux personnes extrêmement inspirantes. Voilà, c'est forcément, je pense, à eux en premier. Et après, dans les autres entreprises, dans les agences, je connais plus assez de monde, c'est affreux. Et je suis désolée pour tous ceux que j'oublie là tout de suite, qui vont m'appeler, qui vont dire Émilie, pourquoi t'as pas pensé à moi? Ouais. Ok, WP Media. WP Media, et aujourd'hui, la Head of Marketing, Agathe, que j'ai rencontré au moment où moi je partais et qui est arrivée à faire du marketing dans l'écosystème WordPress qu'elle ne connaissait pas du tout. Et qui a découvert WordPress en allant avec moi à un WordCamp US. Elle ne savait rien de WordPress. Wow. Et elle a débarqué dans ce monde et je trouve qu'elle a une intelligence et une compréhension de notre écosystème et de WordPress et de tout ce qu'elle fait pour la communauté, de tout ce qu'elle a compris de la communauté, sans être tech du coup et sans être au départ. Voilà, elle est hyper inspirante aussi. Donc je reste sur WP Media, désolée. Je ne suis pas sponsorisée, j'ai pas pris le t-shirt de WP Media. Ouais, je pense que c'est des gens très intéressants parce que c'est des gens très authentiques aussi. Et c'est des gens aussi qui ont une jolie réussite et qui montrent que Jonathan et JB ont énormément travaillé et ils ont réussi et ils ont aussi beaucoup donné en fait. Donc je trouve que c'est des gens hyper inspirants. Très bien. Eh bien, c'est noté. On n'oubliera pas de leur envoyer un petit message de ta part. Avec plaisir. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. Quelle belle émission. Je n'ai même pas timé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos nombreuses questions. C'était très chouette. Comme tu dis, on a balayé énormément de sujets et c'était très, très intéressant. Et puis, on te dit à bientôt. Bah oui, à bientôt. Merci. Impeccable. Merci.